Virez cela. Ces deux mots sont tombés comme un coup de marteau prononcé par une femme qui n'avait jamais touché un seul patient. La directrice Harmon a croisé les bras, la mâchoire serrée, en désignant l'infirmière qui venait de stabiliser seul un patient en traumatologie, pendant que l'interne restait figé. Elle a contourné la chaîne de commandement. Encore une fois, je veux son badge avant la fin de son service. Personne dans la pièce n'a protesté. Personne n'a dit un mot. Et c'est ainsi que la meilleure infirmière de ces urgences a été escortée vers la sortie. Mais que s'est-il passé ensuite? Ce qui a franchi les portes de l'hôpital 40 minutes plus tard allait mettre tout le bâtiment à genoux. Et chaque personne qui était restée silencieuse devrait en répondre. Si c'est le genre d'histoire qui vous empêche de dormir, abonnez-vous dès maintenant et laissez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. La nuit avait déjà été longue avant de mal tourner. L'infirmière Clara Merritt était sur pied depuis 19 heures. Et pendant ce temps, elle avait fait ce qu'elle faisait toujours. Elle se déplaçait silencieusement dans les urgences, comme l'eau qui trouve son propre niveau, comblant les vides que personne d'autre ne pensait à chercher. Elle avait ajusté le débit d'une perfusion qu'un interne avait mal prescrit. Elle avait remarqué une lecture de tension artérielle qu'un moniteur rapportait mal, car le brassard avait glissé de 5 cm sur le bras d'un patient. Elle avait repositionné un homme inconscient dont les voies respiratoires commençaient à être compromises, avant même qu'une seule alarme ne sonne. Et elle avait fait tout cela sans qu'on le lui demande et sans en faire toute une histoire après. C'était ça, le truc avec Clara Merritt. Elle ne se mettait pas en avant. Elle ne soulignait pas ses corrections ou ne revenait pas en arrière pour s'assurer que les gens remarquaient ce qu'elle avait sauvé. Elle travaillait comme les meilleurs le font toujours, de manière invisible, complète et avec une précision qui ressemblait à de l'instinct, mais qui était en réalité le fruit d'années à observer à quoi ressemblait l'échec avant qu'il n'arrive. Elle avait 47 ans. Elle travaillait comme infirmière aux urgences depuis 22 ans, dans 4 hôpitaux différents, dont 2 avaient fermé et un se trouvait dans une ville que la plupart des gens dans ce bâtiment n'avaient jamais visité et ne comprendraient jamais. Ses cheveux étaient attachés avec le même élastique qu'elle utilisait depuis mardi. Sa blouse avait une légère tache au-dessus de la hanche gauche due à un traumatisme survenu 2 heures plus tôt qu'elle n'avait pas eu le temps de changer. Selon tous les critères mesurables, elle était la personne la plus expérimentée de ces urgences, quel que soit le service de nuit. Rien de tout cela n'importait à la directrice Harmon. Patricia Harmon était arrivée à l'hôpital général régional il y a près de 18 mois, venant d'un cabinet administratif spécialisé dans la restructuration des coûts de santé. Elle avait un master en administration des affaires, un bloc-notes juridique et une façon de se tenir au poste de garde qui donnait à toute personne à moins de 3 mètres l'impression de subir un audit. Elle n'était pas infirmière, elle n'avait jamais été infirmière. De son propre aveu, lors d'une réunion du personnel, elle avait un jour décrit les infirmières de terrain comme des implémenteurs de soins directs, ce qui était le genre de phrase qui vous disait tout ce que vous aviez besoin de savoir sur ce qu'elle pensait vraiment de ce métier. Clara l'avait observé à une distance prudente. Pas avec mépris, exactement, mais plutôt avec le genre de lassitude que l'on développe quand on a vu assez d'institutions pour en reconnaître le schéma. Harmon était en train de monter un dossier. Clara l'avait compris depuis des mois. Les avertissements écrits, les rapports d'incidents, les questions sur les protocoles d'escalade et les chaînes de communication. Chacun avait une apparence raisonnable et quelque chose de plus tranchant en dessous. Le premier avertissement était arrivé en janvier. Clara avait administré un ajustement de médicaments à un patient dont l'état se détériorait, alors que le médecin traitant était injoignable et que l'interne de garde était occupé dans un autre box. Le patient n'avait pas fait d'arrêt. Le patient s'était en fait stabilisé, mais Harmon avait quand même déposé un rapport, citant un manquement à documenter la chaîne d'autorisation avant d'agir. Clara avait signé le formulaire de reconnaissance sans discuter. Le deuxième avertissement était arrivé en mars. Une divergence dans la commande de fourniture qui s'est avérée être une erreur de saisie dans le système que Clara avait corrigé avant qu'elle ne provoque une pénurie, mais que Harmon avait déjà classé comme une dérogation procédurale non autorisée. Le troisième est arrivé en avril, lorsque Clara avait parlé directement à la famille d'un patient de l'heure de sa sortie, sans passer d'abord par le gestionnaire de cas. Le gestionnaire de cas était en pause déjeuner. La famille était en détresse. Clara avait dit ce qui devait être dit. Un autre formulaire.
Une autre signature. En mai, Clara avait cessé d'en être surprise. Elle signait simplement et continuait de travailler. Mais ce soir, Armand avait décidé que la paperasse était terminée. Tout avait commencé avec le traumatisme. À 21h43, un accident de moto est arrivé par les portes automatiques, avec le genre de chaos contrôlé qui définissait leur travail. Les ambulanciers annonçaient les signes vitaux. Un homme saignait de l'abdomen et du bras gauche, un deuxième patient derrière lui avec un probable traumatisme crânien. Clara était au poste de garde en train de prendre un dossier quand les portes se sont ouvertes et elle s'était mise en mouvement avant même que l'infirmière de triage ait fini de se lever. Elle avait positionné le brancard elle-même, demandé un groupage sanguin avant que l'interne ne se soit complètement orienté dans la pièce. Et quand la tension du patient avait commencé à chuter 20 secondes plus tard, elle était déjà au chariot de fourniture, cherchant ce que les 30 secondes suivantes allaient exiger. L'interne Elliot Nash avait 29 ans et en était à son 3e mois de rotation aux urgences. Il n'était pas incompétent, il n'était simplement pas rapide. Et en médecine d'urgence, l'écart entre pas incompétent et assez rapide était exactement là où les patients mouraient. Envoyez des fluides, a dit Clara. Ce n'était pas une question. Je sais, a dit Nash sans bouger encore. Maintenant, a dit Clara. Et Nash a bougé. Le patient s'est stabilisé. La pièce a expiré. 20 minutes plus tard, Nash informait le médecin traitant, le docteur Caleb Voss, de la stabilisation réussie et c'est son nom qui était utilisé. Clara nettoyait le box. Elle ne l'a pas corrigé. Elle ne le faisait jamais. Ce n'était pas pour ça qu'elle était là. Mais Harmon avait observé depuis le couloir. Madame Merritt. La voix de Harmon venait de juste derrière son épaule gauche, et Clara a immédiatement reconnu à sa platitude particulière et mesurée que ce n'était pas une conversation. C'était une procédure. Elle s'est retournée. Harmon se tenait là avec sa tablette, un bloc-notes juridique et une contenance qui disait à Clara que tout avait déjà été décidé en amont. Un agent de sécurité, un jeune homme nommé Davis, dont c'était la première semaine, se tenait à 2 mètres en arrière, essayant de donner l'impression qu'il était juste là, dans un couloir. « Nous avons besoin de quelques minutes, » a dit Harmon. Clara a retiré ses gants. « D'accord. » Ils se sont déplacés dans le couloir à l'extérieur de la zone principale des box, et Harmon a commencé avec le dossier qu'elle avait constitué. Manquement au respect des protocoles d'escalade à 3 occasions documentées. Modification non autorisée des ordres de traitement sans l'approbation du médecin traitant. Communication directe avec le patient en dehors du champ des directives de gestion de cas. Et maintenant, ce soir, diriger un interne d'une manière incompatible avec sa classification de rôle. Clara a écouté. Elle avait appris en 22 ans que le moment où l'on interrompait quelqu'un qui lisait une liste était le moment où la conversation cessait de porter sur ce qui s'était passé et commençait à porter sur votre réaction. Alors, elle a laissé Harmon finir. Elle se tenait debout, les mains détendues le long du corps, et elle a laissé chaque point atterrir, sans sourciller à aucun d'eux. Quand ce fut terminé, elle a dit « Donc, j'ai maintenu le patient en vie. » Harmon est légèrement expiré. Ce n'est soit la question. Quelle est la question? La question, a dit Harmon, c'est que ceci est un hôpital, pas un champ de bataille. Et dans cet hôpital, nous avons une chaîne de commandement qui existe pour des raisons de responsabilité, d'assurance qualité et de cohésion institutionnelle. Quand une personne décide que les règles ne s'appliquent pas à elle, cela sape tous les systèmes que nous avons. Clara l'a regardé pendant un long moment. Les systèmes existent pour aider les patients. Les systèmes existent pour protéger tout le monde dans ce bâtiment, a répondu Harmon, y compris les patients. Clara n'a rien dit. Avec effet immédiat, a dit Harmon, nous mettons fin à votre service. Les ressources humaines feront le suivi concernant votre statut d'emploi. Nous aurons besoin de votre badge et de votre beeper. La tâche du badge s'est ouverte. Clara a ressenti son absence plus comme un fait mécanique qu'émotionnel. Elle a remis son beeper. Elle a dénoué son bonnet de bloc et l'a plié dans sa poche par habitude. Elle a pris son sac à bandoulière du crochet à côté du placard à fourniture où elle l'avait laissé 12 heures plus tôt et elle a ajusté la sangle sans se presser. Davis, l'agent de sécurité, regardait ses chaussures. Harmon regardait déjà sa tablette. Clara s'est dirigée vers la sortie. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle ne sait pas l'arrêter.
Elle laisse passer devant le box pédiatrique où un enfant pleurait doucement et une infirmière qu'elle reconnaissait, nommée Tompkins, faisait de son mieux. Elle laisse passer devant le poste de garde où le coordinateur des admissions de nuit était au téléphone. Et elle a poussé la porte du couloir et l'a laissé se refermer derrière elle. Le couloir était plus silencieux. Le silence particulier d'un espace qui n'était pas conçu pour l'immobilité. Des néons qui bourdonnaient à une fréquence juste assez basse pour être ignorés. Les distributeurs automatiques avec leur ronronnement constant. Clara a posé son sac à ses pieds, a appuyé son dos contre le mur, a inspiré par le nez et expiré par la bouche, et a laissé le moment être ce qu'il était. À travers les portes vitrées derrière elle, elle pouvait encore voir les urgences. Le rythme était mauvais. Pas catastrophique, pas encore. Mais elle pouvait le lire comme un musicien entend une note légèrement fausse. Pas assez fausse pour tout arrêter, mais assez pour savoir que quelque chose allait déraper. L'infirmière de traumatologie qui couvrait le box 2 se déplaçait la mâchoire trop serrée, ce qui signifiait qu'elle surcompensait pour quelque chose pour lequel elle n'avait pas été formée. Nash était au poste de garde au lieu de faire ses rondes, ce qui signifiait qu'il évitait le médecin traitant, ce qui signifiait que quelque chose avait mal tourné avec le patient abdominal et qu'il n'en avait encore parlé à personne. De petites choses qui s'accumulaient. Vous avez besoin de quelque chose? Elle s'est retournée. Davis, toujours là, maladroit, ne sachant pas si son travail était de l'escorter dehors ou juste de s'assurer qu'elle partait. Non, a-t-elle dit. Merci. Il a hoché la tête et s'est éloigné, reconnaissant de la simplicité. Son téléphone a vibré. Le message disait « Ça va ?» C'était Anaya Reeves, une infirmière de nuit depuis 2 ans, vive comme du verre et pas encore assez endurcie par les déceptions pour perdre ses instincts. Clara a tapé en retour. « Je vais bien, reste sur tes gardes. » Elle n'a pas expliqué. Elle n'a pas dit au revoir. Un brancard a roulé devant de la vitre, se déplaçant à un angle qui lui a dit que le patient dessus n'était pas aussi stable que celui qui le poussait le croyait. Elle a observé le soulèvement inégal de la poitrine, la position du cou, le bras gauche à un degré qui indiquait que le patient n'avait pas été correctement évalué pour une blessure secondaire. Elle n'était pas là pour le dire. Elle a ramassé son sac. Elle a ajusté sa veste sur sa blouse où la légère tache de sang du traumatisme de 21 heures était encore visible sur le côté gauche. Elle ne l'avait pas changé exprès. Pas par défi, par exactitude. Les marques disaient la vérité de la nuit d'une manière que rien d'autre ne ferait. Elle s'est tournée vers la sortie, puis le sol a bougé. Pas violemment, à peine perceptiblement. Une vibration basse et régulière, montant à travers le béton de quelque part sous ses pieds. Elle s'est arrêtée, immobile. La deuxième vibration est arrivée avant que la première ne soit complètement passée. Plus proche, plus délibérée et avec un rythme qu'elle a reconnu. Pas avec son esprit, mais avec quelque chose de plus ancien. La partie d'elle qui avait appris à cataloguer les sons par leurs conséquences. Des rotors. Des rotors et du poids et la fréquence particulière de l'aviation militaire, descendant rapidement dans une direction où elle n'avait pas été autorisée à descendre. Clara s'est retournée vers la vitre. À l'intérieur des urgences, personne n'avait remarqué. Ou s'ils l'avaient fait, ils l'avaient classé comme bruit d'home et pétain passer à autre personne. Les hôpitaux apprenaient aux gens à ignorer ce qu'ils ne pouvaient pas catégoriser immédiatement. C'était un mécanisme de survie pour le personnel. C'était aussi parfois un mode de défaillance. Elle a sorti son téléphone, a tapé un seul message à Anaya. « Ça arrive, tu vas le sentir avant de l'entendre. » Elle l'a envoyé, a rangé le téléphone. Les portes automatiques derrière elle étaient toujours fermées. Dehors, l'air bougeait différemment maintenant, poussant contre la vitre par vagues. Elle s'est avancée et posé sa paume à plat sur le panneau de la porte, et la porte s'est ouverte et le son est arrivé en plein. Un hélicoptère militaire, assez proche pour que le souffle de ses pales fasse bouger ses cheveux, descendait sur la voie de service devant l'entrée des urgences. Pas l'héliport, la voie de service, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas appelé à l'avance, ou qu'ils avaient appelé et qu'on leur avait dit que l'héliport était occupé, ou qu'ils avaient appelé et n'avaient pas accepté la réponse qu'on leur avait donnée. Aucune de ces options n'était anodine. 2 vieux noirs s'étaient déjà arrêtés en biais, bloquant l'entrée principale. Des silhouettes en tenue tactique se déplaçaient selon des schémas qu'elle a reconnus comme un établissement de périmètre. Pas de l'agression, de la discipline contrôlée.
le genre que l'on ne développe que sous une formation institutionnelle spécifique. Clara se tenait au bord de l'entrée et regardait. Les pales de l'hélicoptère bougeaient encore, plus lentement maintenant, et la porte latérale s'est ouverte. Un brancard a été descendu avec une efficacité exercée par des hommes qui avaient clairement fait cela auparavant, plus d'une fois, dans des endroits moins hospitaliers qu'un parking d'hôpital. Le patient sur le brancard était un homme d'une cinquantaine d'années, à la carrure militaire, visible même allongé, même blessé. Son visage était crispé par l'expression contrôlée de quelqu'un qui avait été entraîné à ne pas montrer la douleur et qui n'y était pas tout à fait parvenu. Et puis la tête de l'homme a bougé juste assez. Ses yeux ont balayé l'entrée, les urgences derrière la vitre, le couloir, et il a dit quelque chose. Clara ne pouvait pas l'entendre par-dessus les rotors, mais elle pouvait le lire. La forme des mots, la façon dont le soldat à côté de lui s'est penché, puis s'est redressé et a regardé directement l'entrée. Les yeux du soldat l'ont trouvé avant de trouver qui que ce soit d'autre. Il a pointé du doigt. Clara a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la surprise. Quelque chose qui ressemblait plus à de la reconnaissance. À l'intérieur des urgences, les portes automatiques se sont ouvertes brusquement de l'extérieur et 4 soldats sont entrés en formation, se déplaçant rapidement. Derrière eux, le brancard. Et derrière le brancard, 2 autres. Et la pièce qui bougeait à son rythme légèrement décalé s'est arrêtée net. Le docteur Voss s'est avancé. Ceci n'est pas une installation militaire désignée. Vous devez contacter. Nous sommes au courant. Le soldat en tête n'a pas ralenti. Nous avons besoin de l'infirmière Merritt. La pièce est devenue complètement silencieuse. Harmon, qui était de retour au poste de garde, a levé les yeux de sa tablette. L'infirmière Merritt n'est plus employée ici, a dit Harmon, et sa voix avait cette fermeté administrative particulière qu'elle utilisait quand elle avait besoin qu'une phrase ait le poids d'une politique. Elle a été licenciée il y a moins d'1 heure. Si vous avez besoin d'une assistance infirmière, madame? Le soldat s'est arrêté. Il n'a pas élevé la voix. Il a simplement cessé de bouger et s'est tourné pour la regarder avec l'attention spécifique de quelqu'un qui avait appris à être très prudent sur à qui il parlait et comment. Où est-elle? Harmon a ouvert la bouche, et de l'entrée, Clara Merritt a dit « Je suis là ». Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées. Elle était toujours dans sa blouse tachée de sang. Elle ne s'était pas changée. Elle n'avait pas quitté le bâtiment, pas complètement, parce que quelque chose en elle avait su, la même chose qui avait entendu les rotors avant la pièce, que partir serait prématuré. Le soldat l'a regardé, puis le patient sur le brancard, puis de nouveau elle. « Il vous demande, a dit le soldat, par votre nom, depuis 40 minutes. » La pièce était complètement silencieuse. L'homme sur le brancard a tourné la tête vers elle, avec l'effort de quelqu'un qui dépensait quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre. Ses yeux ont trouvé les siens, et il a dit, d'une voix qui avait donné des ordres dans des endroits que la plupart des gens dans ce bâtiment ne verraient jamais. « Vous aviez raison. J'aurais dû écouter la première fois. » Clara s'est mise en mouvement. Pas précipitée, pas en se donnant en spectacle, simplement en se déplaçant comme elle le faisait toujours, avec un but si complet qu'il rendait tout ce qui l'entourait incertain en comparaison. Elle a traversé la pièce jusqu'au brancard et a enfilé un gant du chariot qui avait été poussé sur le côté dans la confusion et s'est penchée sur le patient avec des yeux qui cataloguaient déjà, traitaient déjà, avaient déjà 3 longueurs d'avance. Derrière elle, Harmon a dit « Elle n'a pas l'autorisation de directrice Harmon. » Clara n'a pas levé les yeux. « Soit vous me laissez travailler, soit vous expliquez à l'armée des États-Unis pourquoi vous avez choisi la paperasse de responsabilité plutôt qu'un patient qui perdait de la pression à la minute. » Personne n'a bougé. Personne n'a argumenté. Les yeux du commandant n'avaient pas quitté le visage de Clara. Et en eux, sous la douleur, l'entraînement et le sang-froid contrôlé que 25 ans d'uniforme avaient bâti autour de lui comme une armure, il y avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à du soulagement. Clara a lu les moniteurs, a demandé une voix veineuse, a ajusté l'angle du brancard avec 2 mouvements précis et parlé rapidement, doucement, à l'interne qui était apparu à son épaule. Le même interne, Nash, qui s'était attribué le mérite de son travail plus tôt, et qui la regardait maintenant avec une expression qui n'était pas tout à fait de la honte ni de la gratitude, mais qui se situait quelque part entre les deux. « Tenez ça, a-t-elle dit,
sans méchanceté. Il l'a tenu. Vous allez vous stabiliser, a-t-elle dit au commandant, non pas comme un réconfort, mais comme une déclaration clinique. Pas parce que c'est facile, mais parce que nous allons y arriver. La mâchoire du commandant a travaillé une fois. Vous savez qui je suis, a-t-il dit. Je sais ce que votre corps est en train de faire en ce moment, a-t-elle dit. C'est ça qui compte. Dehors, les soldats avaient terminé leur périmètre. L'hôpital était sous un confinement qu'aucun administrateur n'avait approuvé et pour lequel aucun service des ressources humaines n'avait de formulaire. Les lumières de l'héliport étaient allumées. L'entrée principale était bloquée. Chaque sortie avait une présence. Les urgences, qui avaient passé la dernière heure à fonctionner sans leur meilleure infirmière, fonctionnaient maintenant avec elles. Et la différence n'était pas subtile. C'était la différence entre un système fonctionnant sur la procédure et une personne fonctionnant sur la connaissance. Et quelque part au fond de la pièce, très doucement, Patricia Harmon a posé sa tablette sur le poste de garde et ne l'a pas reprise. La nuit s'était transformée en quelque chose pour lequel aucun d'eux ne s'était préparé. Et la femme qu'ils avaient mise à la porte à la dernière heure de son service était la seule dans le bâtiment à l'avoir vu venir. Elle ne l'a pas dit. Elle ne le faisait jamais. Elle travaillait, simplement. Le nom du commandant était Raymond Castillo. Et Clara le savait avant que le soldat ne le dise à voix haute. Elle le savait comme on sait les choses quand on a passé 2 décennies à prêter attention au genre d'informations que la plupart des gens laissent passer. La posture, la spécificité du type de blessure, la façon dont les hommes autour de lui se déplaçaient, non pas comme des gardes du corps, mais comme des extensions d'une structure de commandement qui n'avait pas cessé de fonctionner simplement parce que son centre saignait. Elle avait su, dès l'instant où ses yeux avaient croisé les siens à travers le couloir, que ce n'était pas un transport aléatoire. C'était une récupération. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était pourquoi ils étaient venus la chercher spécifiquement. Cette question devrait attendre. Dites-moi votre niveau de douleur, a-t-elle dit, non pas parce que c'était le protocole, mais parce qu'elle avait besoin d'entendre sa voix, besoin de calibrer sa tolérance et sa lucidité avant de prendre des décisions sur la suite. 7, a dit Castillo. Vous mentez. Une pause. 8,5. Mieux, elle ne l'a pas regardé en le disant. Ses yeux étaient sur les moniteurs, sur la voie veineuse, sur la subtile asymétrie de son mouvement thoracique qu'elle avait remarqué à 2 mètres de distance et confirmé maintenant à 60 centimètres. Quand le saignement a-t-il commencé? Il y a 11 heures. Et vous avez attendu? Ce n'était pas une question. Il y a répondu quand même. Il y a eu des complications avec le transport, a-t-il dit. Nous ne pouvions pas utiliser une installation civile tant que nous n'étions pas certains de l'habilitation de sécurité. Clara a dit platement. Oui. Elle a ajusté la voie veineuse avec 2 mouvements précis et a regardé le soldat qui avait amené Castillo, un homme avec un badge nominatif qui disait Kowalski, qui se tenait à la distance exacte du brancard qui lui indiquait qu'il était le principal responsable dans la pièce, pas seulement l'escorte. Combien de temps est-il resté sur le terrain après la blessure? Kowalski a hésité. Je ne demande pas d'informations classifiées, a dit Clara. Je demande si la blessure a subi 6 heures de stress physique ou 11. La réponse change tout ce que je vais faire ensuite. 9 heures, a dit Kowalski. La mâchoire de Castillo a bougé. Kowalski. Monsieur, elle a besoin de savoir. Un temps, puis Castillo a expiré une fois et n'a plus rien dit. 9 heures de stress sur le terrain sur une blessure abdominale avec une hémorragie interne continue, signifiant que la cavité avait eu le temps de compenser. Ce qui signifiait que les signes vitaux qu'elle lisait flattaient la situation réelle. Le corps mentait au moniteur et les moniteurs mentaient à la pièce. Et si elle suivait les chiffres sans comprendre ce qu'il y avait en dessous, elle ferait la même erreur que Nash avait failli faire plus tôt. Elle a reculé du brancard, juste assez loin pour voir l'ensemble du tableau. Une habitude qu'elle avait développée il y a des années d'un mentor qui lui avait dit que le moment le plus dangereux en médecine d'urgence était quand on se rapprochait trop du problème pour en voir les contours. Sa pression va chuter, a-t-elle dit à personne en particulier, mais assez fort pour que Nash, qui tenait une ligne à 60 centimètres de là, l'entende. Pas progressivement, rapidement. Quand ça arrivera, j'aurai besoin de 2 choses immédiatement. Vous n'aurez pas le temps de poser des questions. Nash a dégluti. « De quoi avez-vous besoin? » Elle le lui a dit. Il l'a écrit sur la paume de sa main, car il n'y avait pas de dossier à proximité.
Elle l'a regardé faire et n'a pas commenté l'informalité. En 22 ans, elle avait appris que le moment où l'on faisait sentir à une personne compétente qu'elle était stupide, on la perdait. Et elle ne pouvait pas se permettre de perdre qui que ce soit dans cette pièce de soir. Au poste de garde, Harmon n'avait pas bougé. Sa tablette était toujours face contre le comptoir. Elle regardait avec l'expression de quelqu'un qui venait de réaliser que le document qu'elle avait classé cet après-midi pourrait devoir être révisé, mais qui n'avait pas encore décidé comment le faire sans céder du terrain. Clara n'avait presque aucune attention à lui accorder. Presque. Directrice Harmon, a-t-elle dit, sans se retourner. J'ai besoin d'un consultant en chirurgie dans cette pièce dans les 10 prochaines minutes. Si vous avez la moindre intention d'être utile ce soir, ce serait par là qu'il faudrait commencer. Le silence qui a suivi était le silence d'une structure d'autorité qui se pliait sans se briser. Harmon a pris un téléphone. C'était suffisant. Castillo observait Clara depuis le brancard avec l'attention particulière d'un homme habitué à être la personne la plus capable dans n'importe quelle situation où il se trouvait et qui venait d'identifier quelqu'un opérant à un niveau qui l'obligeait à se recalibrer. Ce n'était pas un sentiment confortable pour lui. Elle pouvait le dire. Ses mains étaient immobiles, sa respiration était contrôlée, mais ses yeux bougeaient comme il le faisait quand il traitait quelque chose d'inattendu. « C'est vous qu'ils ont appelé », a-t-il dit. « Apparemment. Je ne connaissais pas votre nom il y a 40 minutes, a-t-il dit. Quelqu'un me l'a donné. Qui? Castillo a regardé Kowalski. Kowalski a dit « Je ne suis pas autorisé à… » Il ne vous demande pas d'être autorisé, a dit Clara. Il me dit qu'il y a une chaîne d'informations dont je ne suis pas au courant, ce qui signifie qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes venus ici spécifiquement, et ce n'est pas seulement parce que c'était l'établissement le plus proche. Personne ne l'a confirmé. Personne ne l'a nié. C'était une confirmation suffisante. Clara a classé l'information dans la partie de son esprit qu'elle gardait pour les choses qui comptaient, mais qui ne pouvaient pas être abordées pour l'instant. La même partie qui s'était tranquillement remplie depuis 1 heure d'observation sur lesquelles elle n'avait pas eu le temps d'agir. Elle s'est retournée vers les moniteurs. La pression de Castillo changeait. « Maintenant », a-t-elle dit. Nash a bougé avant qu'elle ne finisse le mot, ce qui lui a dit que l'écriture sur sa paume avait fait son travail. La ligne était en place. L'ajustement était fait. Les moniteurs se sont corrigés. La pièce a respiré. « Bien », a dit Clara. Nash a regardé sa main, puis elle. Elle y avait quelque chose dans son visage qu'il ne semblait pas tout à fait savoir quoi en faire. Une reconnaissance qui n'était pas encore complètement formée, mais qui y arrivait. Elle laisse passer à autre chose avant que cela ne devienne une conversation. Le consultant en chirurgie est arrivé 12 minutes plus tard, pas 10, parce que le chirurgien de garde était au milieu de quelque chose et n'avait pas été informé de toute l'étendue de ce qui l'attendait. Son nom était le docteur Marcus Feld, et il est entré dans la pièce à un rythme qui suggérait qu'il s'attendait à une consultation de routine. Il s'est arrêté net après 2 pas quand il a remarqué les soldats, le confinement et l'homme sur le brancard. « Qui a demandé ça ?» a dit Feld. « C'est moi », a dit Clara. Feld l'a regardé, puis sa blouse, puis l'absence de tout insigne administratif. « Et vous êtes la personne qui l'a maintenu stable assez longtemps pour que vous arriviez », a-t-elle dit. « De rien. » L'expression de Feld était celle d'un homme qui avait un ego professionnel considérable et qui décidait sur le champ si cette situation exigeait qu'il l'exerce ou le mette de côté. Il a regardé les moniteurs. Il a regardé le dossier que Nash avait sorti. Il a regardé la blessure. Sa posture a changé. « Depuis combien de temps qu'on pense-t-il » a dit Feld. « Au moins 9 heures avant de l'arrivée, peut-être plus. » Feld s'est tourné pour la regarder directement. « Vous avez lu ça à partir de la présentation. Je l'ai lu à partir du temps sur le terrain et de la courbe de pression, a-t-elle dit. Les moniteurs ne vous montrent pas l'image complète. Ils vous montrent ce que le corps veut que vous croyiez. » Feld est resté silencieux un moment, puis il a dit « J'ai besoin du bloc. »« Je sais, » a dit Clara. « 4 minutes 30 si nous y allons maintenant. »« Alors allons-y. » Et il l'a fait, sans discuter, sans affirmer de hiérarchie, parce qu'à ce moment-là, la situation avait produit sa propre autorité, et cela n'avait rien à voir avec les titres. Harmon est réapparue à l'entrée. Elle avait quelqu'un avec elle, une femme que Clara ne reconnaissait pas, la quarantaine, blazer sombre,
l'expression particulière de quelqu'un dont le travail était d'identifier la responsabilité avant qu'elle ne fasse la une des journaux. Une conseillère juridique, presque certainement. Nous avons des inquiétudes, a dit Harmon prudemment, concernant l'étendue de l'implication ici. Clara n'a pas arrêté ce qu'elle faisait. Vous avez des inquiétudes, a-t-elle répété. Son implication spécifiquement, a dit la conseillère juridique, hochant la tête vers Clara sans vraiment la regarder. Étant donné que son emploi a été terminé avant l'arrivée de ce patient, toute décision clinique qu'elle a prise ce soir pourrait constituer une pratique non autorisée et exposer l'hôpital à... Il va se vider de son sang, a dit Clara, toujours sans se retourner. Avant la date d'audience que vous fixerez. Silence. Ce n'est pas la question, a dit Harmon. Vous m'avez dit ça plus tôt ce soir, a répondu Clara. Ce n'était pas vrai non plus à ce moment-là. Castillo, depuis le brancard, a dit d'une voix plus faible qu'avant, mais non moins claire. Y a-t-il un problème? La pièce est devenue silencieuse. Kowalski a fait un pas en avant. La conseillère juridique a fait un pas en arrière. Harmon a dit, avec le ton spécifique de quelqu'un qui choisit ses batailles. Nous en discuterons après la procédure. Oui, a dit Clara, vous en discuterez. Elle ne les a pas regardés. Elle était déjà de nouveau concentrée sur le patient, sur le travail, sur les 11 choses qui devaient se produire dans la bonne séquence avant de l'arrivée de l'équipe du bloc. Et son attention n'était pas une ressource qu'elle était prête à partager. La complication est survenue 14 minutes plus tard. Elle est venue comme les complications viennent toujours en médecine d'urgence. Non pas comme un événement catastrophique unique, mais comme une petite déviation silencieuse de l'attendu qui, si vous ne la surveilliez pas, se transformerait en quelque chose de catastrophique avant que vous ne la reconnaissiez pour ce qu'elle était. La saturation en oxygène de Castillo a chuté de 2 points, puis d'1 de plus. Nash a remarqué le chiffre sur le moniteur et a ouvert la bouche. Clara était déjà en mouvement. « Tournez-le », a-t-elle dit. « C'est un changement de position important pour un... » « 5 degrés », a-t-elle dit. « Gauche, maintenant. » Ils l'ont tourné. Le chiffre s'est rétabli. C'est maintenu. Nash a regardé le moniteur, puis elle. « Comment avez-vous... » « Son schéma respiratoire a changé il y a 4 minutes, a dit Clara. « Superficiel du côté gauche, en compensation. Quand la compensation s'arrête, elle s'arrête vite. » Nash a absorbé cela de la manière dont les jeunes médecins absorbent les informations qui viennent d'un endroit qu'on ne leur a pas appris à regarder. Pas avec rejet, pas avec une acceptation totale, mais avec l'incertitude prudente de quelqu'un qui commence à comprendre qu'il y a des dimensions à ce travail pour lesquelles aucune rotation ne les a préparées. « C'est quelque chose que vous avez appris dans un manuel ?» a-t-il demandé. « Non » a-t-elle dit. Il a hoché la tête lentement. « Où l'avez-vous appris? » Elle l'a regardé pour la première fois depuis qu'elle lui avait dit de tenir la ligne. « Lors d'une nuit exactement comme celle-ci, » a-t-elle dit. « Sauf que cette fois-là, j'étais la personne qui n'a pas bougé assez vite. » Nash est devenu silencieux. Les yeux de Castillo se sont tournés vers elle à ce moment-là. Elle n'a pas élaboré. Certaines choses n'étaient pas des explications. C'étaient juste des faits qui existaient dans l'espace entre ce qui s'était passé et ce que vous faisiez ensuite. L'équipe du bloc est arrivée à la 28e minute. Ils étaient 4, plus l'anesthésiste, une femme nommée le Dr. Sun, avec qui Clara avait travaillé 2 fois auparavant. En entrant dans la pièce, elle a jeté un coup d'œil à l'installation, au positionnement, aux lectures du moniteur et a dit à personne en particulier « C'est plus propre que ce à quoi je m'attendais. » C'est elle qui le gérait, a dit Nash, puis il a semblé légèrement surpris de sa propre volonté de le dire. Sun a regardé Clara. « Bon appel pour le changement de position. »« Ça lui a acheté 15 minutes, » a dit Clara. « C'est tout. »« C'est suffisant, » a dit Sun. Alors que le transfert se préparait, Castillo a tendu la main et sa main s'est refermée sur le poignet de Clara. Pas fort, juste présent. « Vous n'étiez pas obligé de rester, » a-t-il dit. Elle a baissé les yeux sur sa main, puis sur lui. « Je ne suis pas allé loin. » Pourquoi? Elle a soutenu son regard un moment. Parce que le sol vibrait et personne dans ce bâtiment n'allait comprendre ce que cela signifiait. Il l'a étudié. « Vous avez reconnu le son? »« Oui. »« D'où? » Clara a retiré sa main de son poignet avec précaution et l'a replacée à son côté. « D'un endroit dont je ne parle pas au travail, » a-t-elle dit. « Reposez vos mains.
Vous allez avoir besoin de votre force. Il l'a laissé faire, mais ses yeux sont restés sur elle, alors que l'équipe du bloc commençait le transfert, portant avec eux l'expression spécifique d'un homme qui venait d'identifier une variable dans sa situation qu'il avait considérablement sous-estimée. Le brancard s'est dirigé vers les portes, Kowalski l'a suivi, et deux autres soldats se sont placés sur les flancs. Le couloir s'est rempli de l'urgence contrôlée de gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et le faisaient depuis assez longtemps pour que cela paraisse banal. Clara s'est reculée et a laissé faire. Quand les portes se sont refermées derrière eux, les urgences ont expiré. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. La façon dont une pièce expire quand la chose pour laquelle elle retenait son souffle est finalement passée entre les mains de quelqu'un d'autre. Nash était toujours debout à l'endroit où se trouvait le brancard. Il avait du sang sur ses gants. Il regardait les portes. « Que vient-il de se passer ?» a-t-il dit. « De la médecine d'urgence » a dit Clara. « Ce n'est pas ce que je veux dire. » Elle l'a regardé. « Je sais. » Une pause. « Il vous a appelé par votre nom » a dit Nash, avant même d'entrer. « Pourquoi un commandant militaire connaîtrait-il une infirmière de nuit par son nom ?»« Je ne sais pas » a dit Clara. « Mais vous avez une théorie. » Elle laisse rester silencieuse un moment, puis elle a dit « J'ai plus qu'une théorie, mais ce n'est pas quelque chose que je vais discuter au milieu de cette pièce à secteur. » Nash a accepté cela. Il apprenait, pensa-t-elle vite. Armand était retourné au poste de garde, mais elle ne regardait plus sa tablette. Elle regardait la porte par laquelle la conseillère juridique avait disparu, et son visage avait l'immobilité particulière de quelqu'un qui révisait un récit en temps réel et n'avait pas encore trouvé la version qu'elle allait raconter. Un des soldats, pas Kowalski, un plus jeune, était resté aux urgences. Il se tenait près de l'entrée, ne la bloquant pas, simplement présent. Son badge nominatif disait Alvarez. Il observait Clara avec la concentration de quelqu'un à qui on avait spécifiquement dit de la surveiller et qui avait décidé que la mission était plus intéressante que prévu. Clara a remarqué qu'il la remarquait. Elle s'est dirigée vers l'évier et a commencé à se laver les mains. Elle a pris son temps, méthodique, laissant l'eau couler chaude comme elle le faisait toujours après une intervention à haute tension, car elle avait appris il y a longtemps que la transition de la crise active à l'après-crise était là où les erreurs se faisaient, si on laissait de l'adrénaline vous convaincre que le travail était terminé. « Vous saviez avant nous tous », a dit Alvarez de l'autre côté de la pièce. Elle n'a pas levé les yeux. « Saviez quoi? Qu'il arrivait. Vous avez envoyé un message à quelqu'un à l'intérieur avant que l'hélicoptère n'atterrisse. » Elle a fermé l'eau et a pris une serviette en papier. « Comment savez-vous pour ce message? »« Parce que la femme à qui vous l'avez envoyé nous l'a montré, » a dit Alvarez, « quand nous essayons de vous localiser. » Clara a traité cette information. Anaya. Elle avait envoyé le message à Anaya. Et Anaya l'avait montré aux soldats quand ils sont venus demander. Pas une trahison, une loyauté dans la mauvaise direction, ou la bonne direction, selon ce que les soldats lui avaient dit. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » a demandé Clara. « Nous lui avons dit que c'était important, » a dit Alvarez. Elle nous a cru. « Anaya croit la plupart des choses qu'on lui dit avec sincérité, » a dit Clara. « Elle apprendra. Vous n'êtes pas en colère. » Non, la plupart des gens le seraient. La plupart des gens ne font pas ça depuis assez longtemps, a dit Clara, pour connaître la différence entre quelqu'un qui est utilisé et quelqu'un qui choisit mal. Alvarez l'a observé un moment avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'admiration, mais qui s'en approchait. Le commandant Castello a dit que vous réagiriez exactement comme ça. Clara s'est figée. Elle a regardé Alvarez pleinement pour la première fois. « Depuis combien de temps c'est-il pour moi? » a-t-elle demandé. Alvarez a soutenu son regard. « Ça, a-t-il dit, c'est au-dessus de mon niveau d'habilitation. » La phrase a atterri dans l'espace entre eux, et aucun d'eux n'a bougé pour le combler. Derrière elle, une alarme de moniteur a brièvement sonné. Une deuxième infirmière s'est précipitée vers le box 4. Les urgences ont continué leur rythme, imparfait et nécessaire, comme elles le faisaient toujours, avec ou sans les personnes dont elles avaient le plus besoin. Clara s'est tournée vers la fenêtre au bout du couloir, celle qui donnait sur le parking où l'hélicoptère avait atterri et où les VUS étaient toujours à leurs angles de blocage. Les pales s'étaient arrêtés. Le site était calme. Des hommes se déplaçaient dans la faible lumière avec détermination. Son téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, pas Anaya.
Un numéro inconnu. Une seule phrase. Elle l'a lu 2 fois. Son visage n'a pas changé, mais sa main s'est légèrement resserrée sur le téléphone avant qu'elle ne le glisse de nouveau dans sa poche. Quoi qu'elle ait pensé que cette nuit était, elle venait de devenir quelque chose de plus grand. Et le pire était encore à venir. Le message sur le téléphone de Clara contenait 7 mots. Elle ne l'a pas lu une 3e fois. Elle n'en avait pas besoin. 7 mots suffisaient à recadrer toute la nuit, à apprendre tout ce qu'elle avait compris sur la raison de la venue de l'hélicoptère et pourquoi Castillo l'avait demandé par son nom, et à le remodeler en quelque chose qui exigeait un autre type d'attention que la médecine d'urgence. Le message disait « Il n'était pas le seul qu'ils ont amené ». Elle a mis le téléphone dans sa poche et est restée très immobile pendant 4 secondes, ce qui était le temps qu'elle s'accordait lorsqu'elle avait besoin de passer du cadre dans lequel elle opérait à celui que la situation exigeait réellement. 4 secondes, puis elle a bougé. Alvarez était toujours près de l'entrée. Elle s'est dirigée directement vers lui, sans préambule, ce qui a semblé le surprendre légèrement. Il s'est redressé à son approche. « Combien de patients sont arrivés sur ce transport ?» a-t-elle demandé. Il a hésité. « Je ne demande pas un briefing », a-t-elle dit. « Je demande s'il y a quelqu'un d'autre dans ce bâtiment ce soir qui est descendu de cet hélicoptère et qui n'est pas actuellement sous surveillance. » L'expression d'Alvarez ne l'a pas confirmé, mais elle ne l'a pas nié non plus. Et selon l'expérience de Clara, l'écart entre ces deux choses était presque toujours un oui. « Où ?» a-t-elle dit. « Madame Merritt, je ne suis pas autorisée à… » Alvarez. Sa voix n'était pas forte. Elle était exacte. « Je suis dans ce bâtiment depuis 13 heures. J'ai été escorté jusqu'à la porte et je suis revenu parce que quelqu'un avait besoin de moi. Je ne vous demande pas de compromettre votre poste. Je vous demande s'il y a un deuxième patient, parce que s'il y en a un, qu'il n'est pas surveillé et que son état se détériore pendant que vous et moi discutons de votre niveau d'habilitation, alors tout ce qui s'est passé dans ce box de traumatologie ce soir n'était que la moitié du travail. » Il l'a regardé pendant un long moment, puis il a dit très doucement « Box 7. » Clara se tournait déjà. Le box 7 était de l'autre côté des urgences, après le coin pédiatrique, après le couloir des fournitures, niché dans le coin de l'unité, dans une position qui en faisait le dernier endroit où le passage se dirigeait naturellement et le premier endroit où l'on mettrait quelqu'un que l'on voulait garder à l'écart du flux général. Il était utilisé pour les cas d'isolement et occasionnellement pour le genre de patient dont la présence dans le box principal créait des complications qui n'étaient pas strictement médicales. Elle a poussé la porte du couloir sans ralentir. Le rideau du box était tiré, un seul moniteur était audible de l'extérieur, fonctionnant de manière silencieuse et régulière. Le genre de régularité qui pouvait signifier stable ou que le seuil d'alarme avait été manuellement ajusté pour ne plus attirer l'attention. Elle a su de lequel il s'agissait avant de toucher le rideau. Elle l'a tiré. La patiente était une femme, fin de la quarantaine, peut-être 50 ans. Elle portait des vêtements civils, pas une blouse d'hôpital, ce qui signifiait soit qu'elle était arrivée assez consciente pour refuser une blouse, soit que quelqu'un avait décidé que la garder en civil faisait partie du même calcul de sécurité qui l'avait mise dans le box 7 en premier lieu. Son épaule gauche était bandée. Un pansement de terrain, du bon travail, serré et propre, mais vieillissant. 8 heures au minimum. Il y avait des ecchymoses le long de sa mâchoire qui n'avaient rien à voir avec l'épaule. Elle était réveillée. Ses yeux se sont ouverts au moment où Clara est entrée. Et c'étaient les yeux de quelqu'un qui n'avait pas dormi, mais seulement attendu, et qui avait été entraîné à connaître la différence entre une menace et un atout de l'autre côté d'une pièce. « Vous n'êtes pas le soldat », a dit la femme. « Non », a dit Clara. Elle s'est dirigée vers le moniteur, a confirmé ce qu'elle soupçonnait à propos de l'ajustement du seuil et l'a réinitialisé aux paramètres standards. « Je suis l'infirmière. Ils ont dit qu'il y avait une complication avec l'autre patient. » Il y en avait une. C'est en cours de traitement. Clara a vérifié le pansement de l'épaule avec des mains qui se déplaçaient efficacement et sans contact excessif, sachant qu'une femme avec ce genre d'ecchymose et ce genre de vigilance n'apprécierait pas d'être manipulée sans un but clair. « Comment est votre douleur? »« Gérable. »« Sur une échelle? »« 5. » Clara l'a regardé directement. « Vous mentez? » La bouche de la femme s'est étirée en quelque chose qui était presque un sourire. « 6,5. »« Mieux. » Clara a ajusté le pansement, vérifiant légèrement les bords de la plaie pour tout sointement. « Propre? Bien. »
Celui qui l'avait appliqué sur le terrain savait ce qu'il faisait. Le pansement doit être changé dans les 2 prochaines heures. L'application initiale était excellente, mais il est en place depuis trop longtemps. Je sais, a dit la femme. Vous avez une formation médicale? Assez. Clary a noté cela sans insister. Elle a vérifié la voie veineuse qui avait été placée dans le bras droit. Site correct, calibre correct. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Hier. À quelle heure hier? Une pause. Je ne sais pas exactement. Clara a pris un oxymètre de poule du crochet à fourniture à l'intérieur du box et l'a clipsé à l'index droit de la femme. La lecture est revenue. Acceptable, mais pas confortable. Votre nom, a dit Clara. La femme l'a regardé un moment. Hélène, a-t-elle dit, puis avec l'économie particulière de quelqu'un qui avait appris à dire le minimum nécessaire, Hélène Ruiz. Clara l'a enregistré. Hélène, je suis Clara. Je vais être direct avec vous parce que je pense que vous préférez ça. En effet. Vous n'êtes pas en danger immédiat, mais vous n'êtes pas stable. La blessure à l'épaule est gérable si elle est traitée dans les 2 prochaines heures. Vous êtes légèrement hypoglycémique parce que vous n'avez pas mangé, et vous avez une lecture de tension artérielle qui me dit que vous avez été sous un stress physique soutenu plus longtemps que la blessure elle-même ne le justifierait. Cela signifie que votre corps a compensé, et la compensation a un plafond. Clara a croisé son regard. J'ai besoin de savoir s'il y a autre chose que je ne vois pas. Hélène a soutenu son regard. Vous auriez fait une bonne analyste, a-t-elle dit. On m'a offert le poste une fois, a dit Clara. J'ai choisi ça à la place. Hélène est restée silencieuse un moment, puis elle a dit, mes côtes, côté gauche, 2, peut-être 3, je les ai gérées sur le terrain. Avec le bandage de compression sous la chemise, Clara l'a regardé. Vous avez bandé vos propres côtes fracturées. J'ai eu de l'aide pendant environ 40 secondes, a dit Hélène. Puis l'aide est devenue indisponible. Clara a absorbé cela sans commentaire et a pris une deuxième paire de gants. Je dois les évaluer, ça va être inconfortable. Je comprends. L'évaluation l'a confirmé. 2 côtes fracturées mais non déplacées. Le bandage de compression avait été appliqué avec une précision qui a dit à Clara que les 40 secondes d'aide venaient de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le bandage lui-même tenait, mais la pression était inégale sur le bord inférieur, créant une distribution de la douleur qui s'aggraverait au cours des 6 à 8 prochaines heures si on la laissait sans surveillance. Je vais ajuster le bandage, a dit Clara. Pas le retirer, juste corriger le bord inférieur. Vous allez le sentir. Oui, a dit Hélène. Et puis, pendant que Clara travaillait avec des mains prudentes, elle a dit doucement, Raymond, va-t-il s'en sortir? Clara a gardé ses mains stables. Le chirurgien est avec lui maintenant. Sa présentation était compliquée, mais nous l'avons traité avant le bloc. L'équipe est compétente. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Clara a fait une pause d'un instant, puis elle a dit, il va s'en sortir. Hélène a expiré. L'expiration était la première chose incontrôlée que Clara lui avait vu faire. Une petite libération de quelque chose qui avait été retenu pendant très longtemps et n'avait nulle part où aller. Vous le connaissez, a dit Clara. Oui. Comment? Hélène l'a regardé. De la même manière que vous, apparemment. La phrase a atterri comme une clé tournant dans une serrure. Clara s'est légèrement reculée, non pas physiquement, mais de la manière dont votre attention se recalibre lorsque quelque chose dont vous avez tourné autour des bords devient soudainement le centre. Je ne le connais pas, a dit Clara prudemment. Il connaissait mon nom. Il y a une différence. Il connaît votre nom depuis 3 ans, a dit Hélène. Clara est restée silencieuse. L'hôpital de Marada, a dit Hélène. Elle a observé le visage de Clara en le disant. Quoi que ce soit qui ait traversé les expressions de Clara à ce moment-là, c'était bref et contrôlé, mais Hélène l'a attrapé. Elle l'a attrapé et elle a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose qu'on lui avait dit et qu'elle vérifiait maintenant en personne. Marada, une ville dont la plupart des gens dans ces urgences n'avaient jamais entendu parler. Une clinique de terrain qui n'apparaissait sur aucun dossier civil. Une nuit dont Clara n'avait discuté avec personne dans ce bâtiment ou dans tout autre bâtiment où elle avait travaillé depuis. Une nuit qui lui avait appris le prix spécifique de bouger assez vite et le prix différent de ne pas bouger assez vite, et la façon dont ces 2 leçons s'installaient différemment dans le corps. « Comment savez-vous pour Marada? » a dit Clara.
Parce que j'y étais 2 jours après votre départ, a dit Elaine. Et les gens que vous avez stabilisés cette nuit-là nous ont dit qui vous étiez. Le couloir à l'extérieur du box était silencieux. Les urgences continuaient leur bruit, les moniteurs, les pas, le faible échange de voix entre les infirmières qui se relayaient au poste. Clara a écouté tout cela sans se détourner d'Elaine, sœur. Qui êtes-nous? A dit Clara. Elaine l'a regardé fixement. Les gens qui surveillent cet hôpital depuis 4 mois, a-t-elle dit. Vous surveillant spécifiquement, attendant de voir ce que Harmon allait faire. La phrase a restructuré toute la soirée. Clara l'a entendue comme elle entendait une lecture de moniteur qui contredisait tout ce que le dossier disait. Pas avec incrédulité, mais avec la reconnaissance immédiate et lucide qu'elle avait travaillé à partir d'un ensemble de données incomplets et que l'image était substantiellement plus grande que le cadre qu'on lui avait donné. Elle allait me virer, a dit Clara. Ce n'était pas une surprise. Non, a dit Elaine, mais le moment l'était. Ce soir spécifiquement. Ce soir n'a pas été choisi par accident. Pourquoi ce soir? Elaine a fait une pause, puis elle a dit « Parce que Raymond était déjà en transit et les gens qui ne voulaient pas qu'il arrive à cet hôpital en sachant que vous étiez là se sont assurés que vous seriez parti avant que l'hélicoptère n'atterrisse. » Les mots ont traversé Clara lentement, puis d'un seul coup. Quelqu'un avait su que Castillo arrivait. Quelqu'un avait accéléré le calendrier de Harmon. Pas Harmon elle-même, pas entièrement. L'administratrice avait ses propres griefs et son propre agenda, mais ceux-ci avaient été utilisés par quelqu'un d'autre comme un levier, pointé au bon moment pour s'assurer que Clara soit hors du bâtiment à l'arrivée des militaires. Harmon ne sait pas, a dit Clara. Harmon sait exactement ce qu'on lui a dit Elaine, c'est-à-dire que vous étiez une responsabilité. Elle n'avait pas tort sur ce point. Vous étiez une responsabilité, mais pas du genre qu'elle pensait. Clara a regardé ses mains, stable. Elles étaient toujours stables. Elle les avait entraînées à l'être. Le message que j'ai reçu, a dit Clara. Il n'était pas le seul qu'ils ont amené. Qui a envoyé ça? Kowalski, a dit Elaine. On lui a dit de l'envoyer si vous quittiez le bâtiment. Pourquoi Kowalski m'enverrait-il un message me disant que vous existiez? Parce que, a dit Elaine, si vous étiez parti et qu'il ne vous l'avait pas dit, et que quelque chose m'était arrivé dans les 2 prochaines heures, Raymond l'aurait tenu personnellement responsable. Une pause. Il est très particulier sur la responsabilité. Malgré tout, Clara a ressenti quelque chose qui était presque un amusement sec. Il a l'air de quelqu'un avec qui j'aurais d'importants conflits professionnels. Vous en avez eu, a dit Elaine. Il y a 3 ans, il avait tort, il le sait. Un bruit dans le couloir. Des pas. Plus d'une personne se déplaçant avec détermination vers le box 7. Clara s'est levée. Elle a tiré le rideau avant qu'il ne l'atteigne. Nash et Alvarez ensemble, ce qui n'était pas une combinaison à laquelle elle s'attendait, et qui lui a dit immédiatement que la conversation entre eux avait été substantielle. Elle doit être déplacée, a dit Nash. Et le fait qu'il ait commencé par le clinique plutôt que le politique lui a dit qu'il avait grandi d'environ 3 ans au cours des 45 dernières minutes. J'ai vérifié le dossier et sa pression tend dans une direction que je n'aime pas, et le Box 7 n'a pas la capacité de surveillance pour ce dont elle pourrait avoir besoin. Le Box 3 est libre, a dit Clara. C'est ce que je lui ai dit, a dit Alvarez, avec l'expression d'un homme qui venait de voir un argument de 10 minutes résolu en 2 secondes. Alors, déplacez-la, a dit Clara. Elle s'est tournée vers Elaine. Vous allez sentir l'ajustement des causes davantage quand vous vous assiérez. Mouvement lent. Dites-moi si la douleur dépasse 7. Elle ne le fera pas, a dit Elaine. Dites-le-moi quand même. Elaine l'a regardé. Quelque chose est passé entre elles qui n'était pas de la chaleur, exactement, mais la reconnaissance spécifique qui passe entre des personnes qui ont vécu différentes versions du même genre de nuit et qui comprennent le langage de l'autre sans avoir été formellement présentées. D'accord, a dit Elaine. Le transfert vers le box 3 a pris 6 minutes et a été compliqué par le refus d'Hélène de renoncer complètement à sa propre capacité pendant le processus, ce qui signifiait qu'elle bougeait plus qu'elle n'aurait dû et moins qu'elle ne le voulait, et se plaignait exactement au volume qui disait à Clara qu'elle était à 7 et l'appelait un 6. 7, a dit Clara. 6 et demi, a dit Hélène. Vous êtes la pire patiente que j'ai eue de toute la semaine. Raymond est pire, a dit Hélène. Je le crois. Ils l'ont installé.
Nash a recalibré les moniteurs avec une concentration qui a dit à Clara qu'il appliquait quelque chose qu'il avait accumulé pendant des mois. Le genre d'attention qui ne vient pas de l'instruction, mais de l'observation de quelqu'un d'autre le faire correctement et de la compréhension finale de ce à quoi, correctement, ressemble réellement. Elle l'a laissé travailler sans commentaire. Il n'avait pas besoin de commentaires, il avait besoin d'espace. Au poste de garde, Harmon était revenu avec la conseillère juridique et une troisième personne, un homme que Clara ne reconnaissait pas, en veste sombre, qui avait l'immobilité spécifique de quelqu'un habitué à entrer dans des pièces où les décisions étaient déjà prises et ayant besoin de les comprendre rapidement. Clara est sortie du box 3 et s'est arrêtée quand elle a vu la troisième personne. Elle l'a regardé pendant 3 secondes. Il l'a regardée, puis il a dit « Madame Merritt, mon nom est Garrett. Je travaille pour les mêmes personnes que le commandant Castillo, bien qu'à un niveau différent de l'organisation. J'ai besoin de 5 minutes. » Harmon a dit « Toute discussion que vous devez avoir peut se faire par l'intermédiaire du directeur approprié. » « Directrice Harmon, » a dit Garrett sans se tourner pour la regarder. « Cette conversation ne vous inclut pas. » C'était la même finalité silencieuse que Kowalski avait utilisée à l'entrée des heures plus tôt. Le même ton institutionnel qui n'avait pas de volume mais occupait tout l'espace disponible. Harmon s'est arrêté en pleine phrase et n'a pas continué. Clara a regardé Garrett. « Le box 6 est vide, a-t-elle dit. Ils y sont allés ensemble. Il a attendu qu'elle entre la première, ce qu'elle a noté, et a fermé le rideau derrière eux, ce qu'elle a également noté. « Elaine vous a parlé de Marada, a-t-il dit. Pas une question. Oui. Alors vous comprenez que ce soir n'était pas accidentel. Je commence à comprendre, a dit Clara. Qui a déplacé le calendrier de Harmon? Garrett l'a regardé fixement. Quelqu'un qui avait besoin que vous soyez hors du bâtiment avant l'arrivée de Raymond. Parce que si vous étiez présente à son arrivée, la dynamique dans cet hôpital serait incontrôlable. Du point de vue de qui? Du point de vue des gens, a dit Garrett prudemment, qui ne veulent pas que le travail que Raymond était venu finaliser ici aille de l'avant. Clara a senti la forme de quelque chose de grand et délibérément obscur commencer à se dessiner. Quel travail? Un témoignage, a dit Garrett. Raymond a des informations sur une opération de terrain qui a mal tourné. Une opération que plusieurs personnes à un niveau institutionnel important préféreraient voir rester inexaminée. Il essaie d'atteindre les canaux appropriés depuis 11 mois. 3 des personnes qu'il a contactées avant de nous joindre ne sont plus en position d'être contactées. Le poids de cela s'est abattu sur Clara comme l'air froid s'installe, complètement, sans annonce. « Et je fais partie de ça à cause de Marada, » a-t-elle dit. « Vous faites partie de ça, » a dit Garrett, parce qu'un des hommes que vous avez stabilisé à Marada cette nuit-là était témoin de la même opération. Et avant d'être relocalisé, il a fait une déclaration qui vous nommait comme quelqu'un de confiance pour fonctionner sous pression, sans vérification externe de vos qualifications. Clara le fixa. Il a fait une déclaration sur une infirmière. Il a fait une déclaration sur une personne, a dit Garrett, qui a maintenu 7 personnes en vie pendant une fenêtre de 12 heures dans une installation sans chaîne d'approvisionnement formelle, sans communication de secours et avec une interférence active des forces locales. La déclaration ne décrivait pas une infirmière. Elle décrivait quelqu'un qui prenait des décisions dans des conditions auxquelles la plupart du personnel entraîné n'aurait pas survécu. Le rideau a légèrement bougé sur le bord, un courant d'air de quelque part. Clara a entendu la voix de Nash au moniteur à l'extérieur, stable et compétente, gérant le box d'Hélène avec le soin de quelqu'un à qui on avait rappelé ce soir à quoi servait réellement le soin. Elle a entendu Alvarez à l'entrée, silencieux, présent. Elle a entendu l'hôpital continuer son rythme, imparfait et nécessaire, autour de tout cela. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» a-t-elle dit. Garrett l'a regardé avec la franchise particulière de quelqu'un qui s'était préparé à la résistance et se recalibrait parce qu'il n'en rencontrait d'aucune. « Raymond va se réveiller de la chirurgie dans environ 3 heures, a-t-il dit. Quand il le fera, il y a des gens dans cette ville qui le sauront en quelques minutes. La fenêtre entre son rétablissement et l'arrivée de gens qui ne veulent pas qu'il livre son témoignage est quelque part entre 4 et 6 heures. Et vous avez besoin qu'il soit assez stable pour parler, a dit Clara. Nous avons besoin qu'il soit assez stable pour parler avec précision et de manière vérifiable dans des conditions qui seront examinées
par des gens qui chercheront n'importe quelle raison de remettre en question sa capacité, a dit Garrett. Ce qui signifie que nous avons besoin de la meilleure gestion infirmière post-opératoire disponible. Vous avez besoin que je sois là quand il se réveillera, a dit Clara. Nous avions besoin que vous soyez là avant son arrivée, a dit Garrett. Quelqu'un s'est assuré que vous ne le seriez pas. Nous corrigeons cela. De l'extérieur du box, la voix de Harmon, contrôlée mais s'effilochant sur les bords, a dit quelque chose que Clara n'a pas pu bien distinguer. La conseillère juridique a répondu. L'échange avait la qualité de deux personnes négociant les termes d'une retraite qu'aucune d'elles ne s'attendait à faire ce soir. Clara a regardé Garrett. « J'ai été licenciée, a-t-elle dit, officiellement, il y a 2 heures. »« Nous sommes au courant, a dit Garrett. Harmon contestera toute implication clinique que j'aurai d'ici une réintégration formelle. »« Harmon, a dit Garrett, va avoir des préoccupations substantiellement plus importantes d'ici la fin de la soirée que votre statut d'emploi. » Une pause. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas, a dit Clara. Garrett est resté silencieux un moment, puis il a dit « L'homme en veste sombre qui a coordonné avec l'administration de Harmon au cours des 6 dernières semaines pour monter un dossier pour votre licenciement. Il n'est pas un consultant hospitalier. » Clara a senti quelque chose de froid à la traversée, qui n'était ni de la peur ni de la colère, mais l'alerte particulière qui précédait les deux. « Qui est-il » a-t-elle dit. « Il est la raison » a dit Garrett doucement, pour laquelle Raymond a été abattu. Le rideau était immobile. L'hôpital respirait autour d'eux. Et Clara Merritt, qui avait passé 22 ans à apprendre à ne rien laisser transparaître sur son visage qu'elle n'ait choisi d'y mettre, se tenait très immobile et laissait cette information trouver sa place aux côtés de tout ce que la nuit lui avait donné. Elle avait été retirée du bâtiment exprès par quelqu'un qui avait su que Castillo arrivait, quelqu'un qui était déjà à l'intérieur de l'institution. Et quelque part dans cet hôpital, cette personne était toujours là. La personne qui avait coordonné avec Harmon était toujours dans le bâtiment. Clara a retourné ce fait une fois, comme on retourne une lame pour trouver son tranchant. Puis elle l'a classé au même endroit où elle avait classé tout le reste ce soir qui exigeait une action et pas encore une réaction. Elle a regardé Garrett. « Quel est son nom » a-t-elle dit. « Le nom qu'il a donné à Harmon était Daniel Reeves » a dit Garrett, consultant en conformité des soins de santé. Le cabinet qu'il a mentionné existe, le numéro de licence est valide. L'homme derrière ne correspond pas aux qualifications d'environ 15 ans d'histoire documentée. Quel est son vrai nom? Nous ne le savons pas encore, a dit Garrett. Et l'honnêteté de cette réponse a eu plus de poids qu'une réponse fabriquée n'en aurait eu. Nous connaissons sa fonction. Nous connaissons son calendrier. Nous savons qu'il est à l'intérieur de cette institution depuis 6 semaines, montant le dossier administratif qui vous a poussé dehors ce soir. Ce que nous ne savons pas, c'est pour qui il travaille directement au-dessus du niveau opérationnel. « Mais vous savez qu'il est ici, » a dit Clara, « en ce moment, dans ce bâtiment. »« Sa carte d'accès a été utilisée à l'escalier et il y a 18 minutes, » a dit Garrett. « Il n'est sorti par aucune entrée surveillée. » Clara a absorbé cela. L'escalier est. C'était l'escalier qui reliait le niveau administratif où se trouvait le bureau de Harmon au 2e étage où se trouvait la salle de réveil chirurgicale, où Castillo serait déplacé une fois que l'équipe du bloc aurait terminé, où il serait le plus vulnérable, sous sédatif, un post-opératoire, avec une fenêtre de 3 heures avant d'être assez lucide pour être protégé par sa propre conscience. « Il se dirige vers l'étage de la salle de réveil », a-t-elle dit. « C'est notre évaluation », a dit Garrett. « Alors pourquoi sommes-nous dans le box 6 » Garrett l'a regardé. « Parce que nous devions vous le dire avant que vous ne retourniez dans les urgences principales et que vous ne le rencontriez sans le savoir. » « À quoi ressemble-t-il » Garrett a sorti un téléphone. Une photographie. Un homme d'une 50aine d'années, les tempes grisonnantes. Le genre spécifique de visage banal qui était soit naturel, soit cultivé. Elle l'a étudié pendant 4 secondes. « Je l'ai vu, a-t-elle dit. »« Quand ?»« Il y a 3 semaines. Il était au poste de garde avec Harmon. J'ai supposé qu'il venait du cabinet de conformité. Il avait un cordon. Elle a fait une pause. Il m'a souri. » Garrett n'a rien dit. « Il montait déjà le dossier, a dit Clara. Il y a 3 semaines, j'étais déjà sur sa liste. »« Vous êtes sur sa liste, a dit Garrett prudemment, depuis Marada. » Le mot l'a frappé différemment la 2e fois.
Pas avec surprise, mais avec le poids particulier d'une chose que vous avez portée sans connaître toutes ses dimensions. Elle a rendu le téléphone. Kowalski doit savoir qu'il est dans le bâtiment. Kowalski le sait, a dit Garrett. Il se coordonne avec 2 de ses hommes au 2e étage en ce moment. Alors, de quoi avez-vous besoin de moi spécifiquement? Garrett l'a regardé avec la franchise qu'elle commençait à reconnaître comme son mode par défaut. Un homme qui n'utilisait pas de détours parce qu'il avait été dans assez de situations où les détours coûtaient des vies. Nous avons besoin de vous à l'étage de la salle de réveil quand Castillo sortira de chirurgie. Pas seulement pour la gestion médicale, bien que cela compte, mais parce que Castillo ne coopérera pas avec le protocole de témoignage tant qu'il n'aura pas été évalué par quelqu'un en qui il a confiance. Il ne me connaît pas, a dit Clara. Il connaît votre travail, a dit Garrett. De Marada, d'un rapport de terrain, des 3 ans qu'il a passé à s'assurer que s'il se retrouvait un jour dans un hôpital sous menace, vous seriez la personne dans la pièce. Clara a senti quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle n'a pas immédiatement nommé. Il m'a demandé spécifiquement. Il vous a demandé avant d'être abattu, a dit Garrett. Le transport venait toujours ici, à cet hôpital, pour vous. La fusillade a accéléré le calendrier et compliqué l'entrée, mais la destination a toujours été ce bâtiment. Elle est restée très immobile. Il prévoyait de venir ici. Il prévoyait de venir ici et de vous trouver, a dit Garrett, et d'avoir une conversation qu'il essaye d'avoir depuis 3 ans par des canaux qui n'arrêtaient pas de se fermer. Quelle conversation? Garrett est resté silencieux un instant. Puis il a dit, « L'opération à Marada n'était pas un accident de clinique de terrain. La rupture de la chaîne d'approvisionnement qui vous a laissé, vous et 7 patients, dans un bâtiment sans ressources et avec une interférence active. Ce n'était pas de la négligence. C'était délibéré. » Clara a entendu les urgences à l'extérieur du rideau, les moniteurs, la voix de Nash, stable et professionnelle. Le son d'un hôpital qui continuait de fonctionner parce que les gens à l'intérieur continuaient de choisir de le faire fonctionner, malgré tout ce qui travaillait contre eux. Elle a dit, « Quelqu'un a coupé la chaîne d'approvisionnement exprès. Quelqu'un a donné l'ordre de détourner les ressources médicales de cet endroit une nuit spécifique, » a dit Garrett. L'ordre venait d'au-dessus du niveau de commandement de terrain. Il était conçu pour ressembler à une défaillance logistique. Castillo était le commandant de terrain qui a trouvé la trace écrite par la suite. Il rassemble la documentation depuis 3 ans. Et les gens qui ont donné cet ordre, a dit Clara, sont les mêmes personnes, a dit Garrett, qui ont besoin qu'il ne se réveille pas de cette chirurgie avec la tête assez claire pour livrer ce témoignage. La forme complète était visible maintenant. Pas tous les détails, mais les contours. La clinique de terrain de Marada n'avait pas été abandonnée. Elle avait été ciblée. 7 personnes qui auraient dû avoir des ressources en avaient été privées délibérément. Et Clara avait été la personne dans ce bâtiment qui les avait maintenues en vie pendant une fenêtre de 12 heures, n'utilisant que ce qu'elle savait et ce qu'elle avait entre les mains. Et quelque part dans une chaîne de décision institutionnelle dont elle n'avait jamais fait partie et auxquelles elle n'avait jamais consenti, cette nuit avait attaché son nom à quelque chose de beaucoup plus grand qu'un seul service dans un hôpital de campagne. « Je dois me rendre à l'étage de la salle de réveil », a-t-elle dit. « Je sais », a dit Garrett, « mais il y a une dernière chose. » Elle a attendu. « Armin ne sait pas ce qu'est réellement Reeves », a dit Garrett. Elle l'a utilisé comme une ressource. Elle a cru au récit de la conformité. Quand elle découvrira que le dossier qu'elle a monté contre vous était dirigé par quelqu'un opérant contre un témoin fédéral, elle devra prendre une décision très rapidement sur de quel côté de cette affaire elle veut être. « Vous voulez que je le lui dise ?» a dit Clara. « Je veux que vous soyez présente quand elle le découvrira » a dit Garrett, « parce qu'elle réagira, et sa réaction déterminera si les 2 prochaines heures dans ce bâtiment seront gérables ou non. » Clara l'a regardé pendant un long moment. « Vous avez une idée très précise de la façon dont les gens réagissent à l'information sous pression. »« Je fais ça depuis 19 ans, » a dit Garrett. « Moi, au fait aussi, » a dit Clara, juste différemment. Elle a tiré le rideau et est sortie dans le couloir principal du box sans attendre qu'il la suive. Armin était au poste de garde, la conseillère juridique à ses côtés. Toutes 2 engagées dans l'échange à voix basse et contrôlé qui précédait une décision institutionnelle prise sous la contrainte. L'homme à la veste sombre, Reeves, n'était pas visible aux urgences. Clara s'est dirigée directement vers Armin. Armin a levé les yeux. Quelque chose dans le visage de Clara,
ou son rythme, ou la qualité particulière de son silence a fait reculer la conseillère juridique d'un demi-pas sans qu'on le lui dise. Directrice Harmon, a dit Clara, j'ai besoin de 2 minutes seule. La mâchoire de Harmon s'est crispée. Tout ce que vous avez à dire peut être dit en présence d'un conseil. Étant donné les circonstances de ce soir, je pense que c'est l'homme avec qui vous travaillez depuis 6 semaines, a dit Clara, en gardant sa voix à un niveau conversationnel. Daniel Reeves. Harmon s'est figé. Il est actuellement quelque part dans ce bâtiment, a dit Clara, ayant emprunté l'escalier, est il y a 18 minutes. Il n'est pas un consultant en conformité des soins de santé. Le dossier qu'il vous a aidé à monter contre moi n'était pas conçu pour protéger cette institution. Il était conçu pour me retirer de ce bâtiment avant l'arrivée du commandant Castillo. La conseillère juridique a dit « Je vais avoir besoin que vous arrêtiez de parler tous deux. » Ils se rendent au 2e étage, a dit Clara, toujours en regardant Hermon, où Castillo sera en salle de réveil post-opératoire dans les 40 prochaines minutes. Et s'il atteint cet étage avant l'équipe de Kowalski, le commandant qui vient de survivre à une chirurgie dans votre box de traumatologie sera en grand danger. Le visage de Harmon avait subi un type de changement spécifique. Pas un effondrement. Hermon n'était pas le genre de personne à s'effondrer. Mais le sang-froid administratif s'était fissuré le long d'une couture que Clara ne s'attendait pas à trouver. La couture ou la croyance sincère d'une personne en ce qu'elle faisait rencontrait la preuve qu'elle avait été utilisée. « Ce n'est pas possible », a dit Harmon, mais elle l'a dit doucement et sans la certitude qu'elle portait habituellement comme une seconde veste. « C'est possible », a dit Clara. « Et vous le savez parce que vous allez repasser les 6 dernières semaines et trouver au moins 4 moments où le calendrier de ce qu'il vous a poussé à faire correspondait plus précisément au calendrier de transport de Castillo qu'à toute préoccupation légitime de conformité. » Harmon était très immobile. « Il vous a utilisé, » a dit Clara, non pas cruellement, mais avec précision. Les griefs qu'il a amplifiés étaient réels. Les rapports de performance avaient des fondements légitimes. Il n'a pas fabriqué le dossier à partir de rien parce qu'il n'en avait pas besoin. Il a trouvé ce qui était déjà là et l'a pointé au bon moment. C'est comme ça que ça marche. La conseillère juridique a dit « Je conseille vivement », Uzan, a dit Harmon sans la regarder. « Patricia, donnez-moi 1 minute. » Uzan a fermé la bouche, a reculé. Harmon a regardé Clara. Quelque chose bougeait dans son expression que Clara n'avait pas vu chez cette femme en 18 mois de travail sous son examen. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas des excuses. C'était le regard particulier d'une personne qui avait opéré avec une confiance totale en son propre jugement et venait de recevoir des informations qui exigeaient que cette confiance soit reconstruite à partir de matériaux différents. « De quoi avez-vous besoin ?» a dit Harmon. « Un accès de sécurité au 2e étage, a dit Clara. Mon badge a été retiré, j'ai besoin qu'il soit réactivé, ou j'ai besoin d'une escorte qui peut se déplacer sans délai d'habilitation. » Harmon a fouillé dans la poche de sa veste. Elle a sorti une carte d'accès secondaire, le genre que les administrateurs portaient en secours. Le genre qui ouvrait des portes que les badges individuels du personnel n'ouvraient pas. Elle l'a tendue. Clara l'a prise. « Si ce que vous dites est exact, » a dit Harmon prudemment, « alors je veux qu'il soit documenté que j'ai pleinement coopéré une fois que cette information a été fournie. Je le dirai à quiconque le demandera, » a dit Clara. Elle s'est mise en mouvement. Alvarez était à la jonction du couloir et quand il l'a vu se déplacer à ce rythme, avec cette expression, il s'est mis à ses côtés sans qu'on le lui demande. Elle lui a tendu la carte d'accès sans s'arrêter. « Escalier, aide ou ascenseur ?» a-t-il dit. « Les escaliers » a-t-elle dit. « Plus rapide. » Ils ont pris les escaliers à un rythme qui n'était pas tout à fait de la course, mais tout juste en dessous. Le genre de mouvement que la médecine d'urgence vous apprend. L'urgence contrôlée, la gestion de la vitesse sans le sacrifice de la clarté de décision. 2e étage. Le couloir était éclairé différemment ici, plus silencieux. Les bruits des urgences remplacés par les sons plus contenus de la surveillance post-chirurgicale. 2 infirmières à un poste devant eux ont levé les yeux. La présence d'Alvarez a été perçue comme une autorité et elles ne se sont pas avancées pour bloquer le passage. Kowalski était à l'extérieur de la zone de préparation de la salle de réveil. Un de ces hommes était au bout du couloir. L'autre n'était pas visible, ce qui signifiait soit qu'ils avaient trouvé Reeves, soit qu'ils cherchaient encore. « Où est-il »
a dit Clara. La mâchoire de Kowalski était crispée. Nous avons perdu le contact visuel quand il est entré dans le couloir de maintenance près du palier Est. Nous avons verrouillé la zone de préparation de la salle de réveil depuis 11 minutes, mais l'accès à la maintenance est un système différent et l'ingénieur de l'hôpital ne répond pas à son. Le couloir de maintenance débouche derrière la pharmacie de cet étage, a dit Clara. Kowalski s'est arrêté. Comment savez-vous ça? Parce que je travaille de nuit depuis 22 ans et la pharmacie est l'endroit où les infirmières vont quand elles ont besoin de 2 minutes, que personne ne va interrompre, a-t-elle dit. Montrez-moi le plan de l'étage. Kowalski a sorti une tablette. Elle a regardé le plan de l'étage pendant 4 secondes, a tracé le couloir de maintenance avec son doigt, a identifié le point de sortie, a levé les yeux. Il ne connaît pas l'hôpital comme moi, a-t-elle dit. Il connaît la disposition administrative. Il aurait cartographié les couloirs publics et les points d'accès qui apparaissent sur la documentation de conformité. Il n'aurait pas cartographié les raccourcis qui n'apparaissent pas sur papier parce qu'ils ne sont techniquement pas des itinéraires officiels. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, a dit Kowalski. Ça veut dire que si je bouge maintenant, j'atteins la sortie de la pharmacie avant lui. Clara, a dit Alvarez avec le ton de quelqu'un qui avait une objection importante, mais avait du mal à l'articuler plus vite qu'elle ne bougeait. Je ne vais pas l'affronter, a-t-elle dit. Je vais être là où il sort et je vais le voir avant qu'il ne me voie, et alors vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour les 30 prochaines secondes. Kowalski l'a regardé, puis Alvarez. Puis il a pris la décision que les gens prennent quand ils n'ont plus de meilleures options et que le temps presse. 30 secondes, a-t-il dit. Ensuite, nous serons juste derrière vous. Elle s'est mise en mouvement. La pharmacie était accessible par une porte qu'elle avait utilisée peut-être 300 fois sans y penser. Elle connaissait la souplesse particulière de la poignée, la légère résistance qui exigeait une poussée plutôt qu'une traction. Elle a poussé la porte et a pris position à côté du panneau de sortie secondaire, la porte que la maintenance utilisait et qui s'ouvrait vers l'intérieur, ce qui signifiait que quiconque la franchirait lui tournerait le dos pendant les 2 premières secondes après son entrée. Elle a attendu. Le bâtiment respirait autour d'elle. 20 secondes, 25. Puis la porte s'est ouverte. Reeves est entré avec le calme concentré d'un homme qui avait planifié son itinéraire et ne s'attendait à aucune complication. Il avait fait 3 pas dans la pièce avant de remarquer sa présence. Quand il l'a fait, il s'est arrêté complètement. Ils se sont regardés. « Madame Merritt », a-t-il dit. Et le fait qu'il connaisse son nom, qu'il l'ait dit sans surprise, a confirmé tout ce que Garrett lui avait dit. « Vous n'êtes pas un consultant en conformité », a-t-elle dit. Il l'a regardé pendant un long moment, l'immobilité particulière d'un homme en train de recalculer. « Vous savez qui je suis. Je sais ce que vous avez fait, a-t-elle dit, dans cet hôpital et à Marada. » Quelque chose a traversé son visage. Pas de la peur, exactement. La reconnaissance de quelqu'un qui a été précisément compris par la mauvaise personne au mauvais moment. « Vous n'auriez jamais dû être ici ce soir, a-t-il dit. « Je sais, a-t-elle dit. Vous vous en êtes assuré. » Le licenciement était légitime, a-t-il dit, et sa voix avait la qualité de quelqu'un qui avait cru si profondément à sa propre couverture qu'elle était devenue en partie vraie pour lui. Les problèmes de performance étaient documentés. J'ai simplement veillé à ce que le calendrier s'aligne. Vous avez construit une arme à partir de matériaux réels, a dit Clara, et vous l'avez pointée sur moi. Je comprends le mécanisme. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'homme pour qui vous êtes monté ici est dans une box chirurgicale avec 2 soldats armés, un anesthésiste et une équipe chirurgicale. Et la seule chose dans ce bâtiment qui aurait pu vous donner accès à lui était la confusion administrative qui existait avant que je ne repasse ses portes ce soir. Reeves était silencieux. Il réfléchissait. Elle pouvait le voir. L'évaluation, le calcul des options restantes. Elle l'a reconnu de la même manière qu'elle reconnaissait le moment où un patient décidait de se battre contre la procédure ou de l'accepter. « Quoi que Garrett vous ait dit, a dit Reeves, vous êtes utilisé autant que n'importe qui d'autre dans ce bâtiment. Tout le monde dans ce bâtiment est utilisé pour quelque chose, a dit Clara. La différence, c'est ce que nous choisissons de faire avec le travail. » La porte derrière Reeves s'est ouverte. Kowalski et 2 de ses hommes sont entrés avec l'économie spécifique de gens qui avaient répété ce genre d'entrée assez de fois pour qu'elle ne nécessite aucune discussion. Reeves n'a pas résisté. Il avait, pensa-t-elle, déjà compris dès l'instant où il l'avait vu que le calcul était terminé.
Il était le genre d'homme qui acceptait les conclusions. Alors que Kowalski le maîtrisait, Reeves a regardé Clara une dernière fois. Comment saviez-vous pour la sortie de maintenance, a-t-il dit. Pas en colère, sincèrement curieux, à la manière de quelqu'un qui n'aimait pas les variables inexpliquées. Service de nuit, a-t-elle dit. On apprend à connaître le bâtiment. Il a été emmené par le couloir de maintenance. Clara est restée dans la pharmacie vide pendant environ 10 secondes. Puis elle est retournée dans le couloir de la salle de réveil et a trouvé Kowalski déjà à sa radio, déplaçant déjà les pièces dans les positions où elles devaient être. Alvarez était à la fenêtre au bout du couloir, observant le parking, les VUS, le périmètre qui tenait. Nash est apparu en haut de l'escalier. Clara l'a regardé. Qui couvre les urgences? Tompkins, a-t-il dit, et j'ai rappelé le docteur Voss. Elle est sur le terrain maintenant. Il a fait une pause. Elle est stable. La pression est remontée après le glucose. Les côtes tiennent. Bien, a dit Clara. Mais, a dit Nash, il l'a dit de la manière dont les internes disent les choses quand ils veulent que la réponse soit oui et sont assez expérimentés pour soupçonner que ce ne sera peut-être pas le cas. La menace immédiate est contenue, a dit Clara. Ce n'est pas la même chose que terminer. Non, a-t-elle dit, ça ne l'est pas. Depuis le bloc, les portes doubles se sont ouvertes. Le docteur Feld est sorti le premier, masque baissé, se déplaçant au rythme d'un homme qui avait terminé quelque chose de difficile et décidait comment le rapporter. Il a vu Clara, s'est approché d'elle. Il est sorti, a dit Feld. C'était plus que ce que nous pensions en entrant. Le saignement était plus lent mais plus profond. Et il y avait une complication secondaire que nous avons traitée. Il est stable. Il va être en salle de réveil pendant au moins 4 heures avant d'avoir une lucidité complète. 4 heures, a dit Clara. Minimum, a dit Feld. Je sais que ça compte ce soir. J'ai bougé aussi vite que j'ai pu sans compromettre le résultat. Vous avez fait ce qu'il fallait, a dit Clara. Elle le pensait entièrement. Feld l'a regardé un moment avec l'expression d'un homme qui était entré dans cet hôpital 2 heures plus tôt, en s'attendant à une consultation de routine, et qui sortait de l'autre côté de quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, mais dont il avait joué sa partie correctement. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin de moi? Restez disponible, a-t-elle dit. Il pourrait avoir des questions à son réveil qui nécessiteront vos réponses. Feld a hoché la tête et s'est dirigé vers le poste pour compléter sa documentation. Garrett est arrivé à l'étage 4 minutes plus tard. Il a d'abord regardé Kowalski. Kowalski lui a fait un seul signe de tête. Garrett a expiré d'une manière qui était la première chose non gardée que Clara avait vue de lui de toute la nuit. Il s'est tourné vers elle. « Vous êtes arrivée la première. Je connais le bâtiment, a-t-elle dit. C'est la deuxième fois ce soir que cette phrase a de l'importance, a-t-il dit. Elle a toujours eu de l'importance, a dit Clara. Personne n'y prêtait attention. Garrett a regardé le long du couloir vers le box de réveil où Castillo était déplacé, assisté par des infirmières qui ne connaissaient pas tout le poids de ce qu'elles géraient et faisaient leur travail avec le soin que le travail exigeait, quel que soit le contexte. Quand il se réveillera, a dit Garrett, la première chose qu'il demandera, c'est si vous êtes là. Je serai là, a dit Clara. Après tout ce qui s'est passé ce soir, a dit Garrett prudemment, y compris le licenciement, y compris ce que vous savez maintenant sur Marada, y compris le fait d'avoir été mise dans une position à laquelle vous n'avez pas consenti par des gens qui avaient besoin de vous sans le demander. Vous allez quand même être là. Clara l'a regardé. Le patient est en vie, a-t-elle dit. C'est le travail. Tout le reste n'est que contexte. Garrett est resté silencieux un moment, puis il a dit « Castillo m'a dit quelque chose sur vous il y a 3 ans, après avoir lu le rapport de terrain de Marada. Il a dit « Celui qui a écrit ce résumé d'incident a décrit quelqu'un qui avait fait le travail sans jamais demander si le travail était juste. » Il ne l'est généralement pas, a dit Clara. Non, a dit Garrett. Il ne l'est généralement pas. Au bout du couloir, à travers la fenêtre du box de réveil, un moniteur maintenait sa ligne verte stable. Castillo était endormi, pas parti, tenu au bord entre l'endroit où les corps se réparent et l'endroit où les décisions attendent. Dans 3 à 4 heures, il retraverserait, et le témoignage qui avait coûté 11 mois, une balle et le démantèlement délibéré de la carrière d'une infirmière aurait enfin une pièce où atterrir. Clara s'est dirigée vers la chaise à côté de l'entrée du box de réveil et s'est assise. Pas en jouant la patience,
pas en attendant avec anxiété. Simplement en s'installant dans la discipline particulière d'une personne qui avait appris en 22 ans que la partie la plus importante du travail n'était presque jamais le moment de la crise aiguë. C'était les heures qui suivaient, quand l'épuisement arrivait et que la vigilance devenait la chose la plus difficile. Quand les gens autour de vous commençaient à croire que c'était fini et laissaient leur attention se relâcher avant que le dernier fil n'ait été sécurisé. Elle n'allait pas laisser le dernier fil s'échapper. Alvarez lui a apporté une tasse de café à un moment donné. Elle l'a remercié sans lever les yeux. Il s'est assis en face d'elle sans y être invité et elle n'a pas objecté, car sa présence était professionnelle et elle avait cessé de dépenser de l'énergie pour des choses qui n'en exigeaient pas. Nash est monté une fois de plus pour lui donner des nouvelles d'Elaine. On avait stable, la pression tenait. La douleur aux côtes était gérée. Il l'a dit avec le ton d'un médecin qui, quelque part au cours des 3 dernières heures, était passé d'un interne compétent à quelque chose de plus substantiel et n'était pas encore pleinement conscient de ce passage. « Vous devriez manger quelque chose », a-t-il dit. « Je vais bien », a dit Clara. « Vous êtes de service depuis 14 heures », a-t-il dit. « 15, a-t-elle dit, et je vais bien. » Nash l'a regardé comme les jeunes regardent les expérimentés quand ils essaient de comprendre comment quelqu'un maintient une chose qui aurait dû s'épuiser des heures plus tôt. Il n'a pas trouvé la réponse. Il n'était pas encore censé la trouver. « Retournez aux urgences », a-t-elle dit, sans méchanceté. « Tompkins a besoin de renfort, et Voss est meilleur avec la complexité que la couverture. » Il est parti. Elle l'a regardé partir avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la fierté, mais qui vivait dans le même quartier. Le couloir était silencieux. Le moniteur au-delà de la fenêtre était stable. Les soldats à leur poste étaient immobiles, professionnels, le genre d'immobilité qui pouvait tenir des heures sans se briser. Et Clara Merritt, qui avait été renvoyée de ce bâtiment 5 heures plus tôt par une femme avec une tablette, un dossier soigneusement construit et un ensemble de griefs qui avaient été dirigés vers la bonne cible par la mauvaise personne, était assise sur une chaise à l'extérieur d'un box de réveil et attendait qu'un homme qui essayait de la joindre depuis 3 ans se réveille et finisse ce qu'il avait commencé. Le bâtiment s'est installé autour d'elle. Dehors, quelque part en bas, l'hélicoptère était silencieux sur la voie de service. Les VUS n'avaient pas bougé. Le périmètre tenait. Quoi qu'il arrive ensuite, cela exigerait tout ce qu'elle avait. Elle le savait. Elle n'en avait pas peur. Elle n'avait jamais eu peur de ce que le travail exigeait. Seulement des moments où elle n'était pas là pour le faire. Elle était là maintenant. C'était suffisant. La première heure passagère comme passent toujours les heures après une crise. Non pas avec soulagement, mais avec la suspension particulière de personnes qui ont survécu à quelque chose et ne sont pas encore certaines que la survie est terminée. Clara ne dormit pas. Elle ne s'y attendait pas. La chaise à l'extérieur du box de réveil était fonctionnelle et rien de plus. Et elle s'y assit, le dos droit, les mains posées lâchement sur ses genoux et son attention répartie sur tout l'étage. De la manière dont elle avait appris à la répartir sur 2 décennies de service de nuit, assez large pour attraper ce qui comptait, assez concentré pour agir en conséquence. Alvarez avait cessé d'essayer de faire la conversation il y a 1 heure. Il était assis en face d'elle avec sa propre forme particulière d'immobilité professionnelle, celle qui venait de l'entraînement plutôt que du tempérament. Et Clara avait développé un respect silencieux pour lui au cours de la nuit, qu'elle n'avait pas annoncé et qu'il n'avait pas demandé. Kowalski passait toutes les 20 minutes. Chaque rapport était bref, précis, le minimum de mots requis pour transmettre le maximum d'informations. Reeves avait été sécurisé et transféré dans un véhicule qui n'était pas un véhicule de l'hôpital et avait quitté la propriété. Le périmètre tenait. Le 2e étage était dégagé. Clara écoutait chaque rapport et retournait à son attente. À la marque des 2 heures, le moniteur du box de réveil a changé. Pas une alarme, pas une déviation. Un changement de rythme assez subtil pour que l'infirmière de nuit assignée à la convalescence de Castillo, une femme compétente nommée Torres, qui avait fait son travail correctement toute la nuit, ne l'ait pas encore enregistré comme significatif. Clara l'a enregistré. Elle s'est levée avant d'avoir consciemment décidé de se lever, parce que la décision avait été prise dans la partie d'elle qui traitait l'information avant que le langage ne la rattrape. Elle s'est approchée de la fenêtre du box, a regardé le moniteur à travers la vitre et a lu le schéma. Pas une complication, une émergence.
Castillo, selon son estimation, commençait à sortir de l'anesthésie plus tôt que Feld ne l'avait prévu. Elle est entrée dans le box. Torres a levé les yeux. Son réveil s'accélère, a dit Clara. Il va être agité quand il se réveillera. Ce sera bref, mais il faut le gérer sans contention, car la position de l'épaule due à la blessure rend la contention conventionnelle dangereuse. Torres s'est levé immédiatement. Pas d'argument. La réactivité particulière d'une infirmière qui faisait confiance à l'information clinique plutôt qu'à la hiérarchie lorsque l'information clinique était spécifique et que la source se déplaçait avec détermination. « De quoi avez-vous besoin? »« Parlez-lui quand il commencera à se réveiller, » a dit Clara. « Votre voix, pas la mienne. Il ne me connaît pas au départ, ce qui signifie que vous êtes neutre. Les voix neutres sont mieux perçues que les voix familières quand quelqu'un sort de l'anesthésie dans un état de stress élevé. » Torres a absorbé cela et s'est positionné à la tête du lit sans qu'on le lui dise deux fois. Kowalski était apparu à l'entrée. « Que se passe-t-il? »« Il se réveille plus tôt, » a dit Clara. « Dites-le à Garrett. » Kowalski était déjà à sa radio. Le réveil a pris 11 minutes. Torres a parlé d'un ton régulier et sans hâte, non pas scripté, juste présent. Et Castillo a traversé la désorientation, comme le font toujours les personnes volontaires, luttant contre la surface avant de l'accepter, les mains bougeant une fois puis s'immobilisant lorsque Torres a posé sa paume sur son bras avec la pression spécifique qui disait « Je suis là et c'est sûr, et vous n'avez pas besoin de combattre cette chose particulière. » Ses yeux se sont ouverts. Ils étaient flous un moment. Puis, ils ne l'étaient plus. Le premier mot qu'il a dit était son nom. Pas Torres, pas Kowalski, Clara. « Je suis là, » a-t-elle dit du pied du lit. Il l'a trouvé. Sa respiration s'est ajustée. Pas calme, pas encore, mais organisée. Le genre d'ajustement qui vient de l'identification d'un point fixe dans un espace incertain. « Reeves, » a-t-il dit. « Maîtrisé, » a-t-elle dit. Il a quitté la propriété. La mâchoire de Castillo a travaillé. Combien de temps suis-je resté endormi? 3h40, a dit Torres. Il a traité cette information. Ses yeux se sont tournés vers Kowalski. Quelque chose s'est passé entre eux, sans mots et complet. La communication de personnes qui avaient été dans assez de situations ensemble pour que le langage devienne secondaire. Elaine, a-t-il dit. Stable, a dit Clara. Box 3, Nash s'est occupé d'elle. Nash, a répété Castillo. L'interne, a dit Clara. Il a appris vite ce soir. Quelque chose a bougé au coin de la bouche de Castillo. Pas tout à fait un sourire. La reconnaissance d'un. Qui d'autre? Garrett est à l'étage, a dit Clara. Il attend que vous soyez lucide. Dites-lui 10 minutes, a dit Castillo. J'ai besoin de 10 minutes d'abord. Clara l'a regardé. Vous avez besoin de 10 minutes ou vous avez besoin de dire quelque chose avant que Garrett n'entre? Il a soutenu son regard. Les deux, a-t-il dit. Elle a fait un signe de tête à Torres, qui a compris sans qu'on le lui dise, et est sortie avec Kowalski, tirant le rideau du box pour donner à la pièce son intimité. Clara s'est approchée de la chaise à côté du lit. Oh, elle s'est assise, non pas à une distance clinique, mais à la distance d'une conversation. Castillo l'a regardée pendant un long moment. Sa couleur n'était pas bonne, mais elle n'était pas critique. Les moniteurs tenaient. Le travail de Feld était solide, et la gestion de la convalescence par Torres avait été propre. Il avait mal. Elle pouvait le voir dans le regard de ses yeux, mais il le contenait comme il contenait tout, avec la discipline délibérée d'un homme qui avait décidé il y a longtemps que la douleur était une information et non un obstacle. « Je vous dois une explication, » a-t-il dit. « Vous ne me devez rien, » a-t-elle dit. « Si, » a-t-il dit. « Pour Marada, pour les 3 ans après Marada, pour ce soir. » Il a fait une pause. « Pour avoir utilisé votre situation ici dans le cadre d'un plan dont vous ne saviez pas que vous faisiez partie. » Clara est restée silencieuse un moment. « Vous n'avez pas orchestré mon licenciement, » a-t-elle dit. « Non, mais je savais que ça allait arriver. Je savais que Harmon y travaillait depuis des mois, et j'ai permis que ce soit le mécanisme qui crée les circonstances de ce soir, car l'alternative était d'alerter Reeves avant que nous ne soyons prêts. Vous aviez besoin que Reeves croie que le renvoi était légitime, a dit Clara. Oui, pour qu'il reste en position au lieu de fuir. Oui. Clara a regardé ses mains. Et si le bloc s'était mal passé ce soir, si Feld avait rencontré quelque chose qui ne pouvait pas être corrigé? Castillo a soutenu son regard sans ciller.
C'était le risque que j'ai accepté, a-t-il dit. Ce n'était pas un risque que j'avais le droit d'accepter en votre nom. Je le sais. L'honnêteté de sa réponse n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'attendait au langage de la justification institutionnelle, au cadrage du sacrifice nécessaire, au vocabulaire que les personnes puissantes utilisaient pour faire sonner les coupes qu'elles imposaient aux autres comme des décisions collaboratives. Il n'utilisait rien de tout cela. Il le disait simplement, clairement. Le rapport de terrain de Marada, a dit Clara. Que disait-il réellement? Il disait, a dit Castillo, que lors d'une nuit où une clinique de terrain aurait dû avoir des ressources et n'en avait pas, une personne a maintenu 7 vies ensemble en n'utilisant que la connaissance et le refus d'accepter un résultat vers lequel la situation poussait. Et il disait que la même personne, une fois la situation résolue, n'a pas cherché de reconnaissance ou d'explication. Elle a simplement continué. Clara n'a rien dit. L'analyste qui a rédigé le rapport a ajouté une note personnelle, a dit Castillo. Officieusement, il a écrit qu'en 20 ans d'évaluation sur le terrain, il avait identifié peut-être 4 ou 5 personnes dans n'importe quel contexte institutionnel qui comprenaient le travail à ce niveau et que dans un hôpital dans ces conditions, c'était la performance clinique la plus remarquable qu'il ait jamais documentée. Je ne faisais que mon travail, a dit Clara. Oui, a dit Castillo. C'est ça qui est remarquable. Une pause s'est installée entre eux, pas inconfortable. Le genre de pause qui existe lorsque deux personnes ont dit quelque chose de vrai et le laissent exister. Le témoignage, a dit Clara. Que se passe-t-il maintenant? Garrett a une équipe en attente, a dit Castillo. La documentation est sécurisée dans 3 endroits distincts. Le témoignage lui-même, mon récit verbal, doit être donné dans un format qui est simultanément témoigné, enregistré et encadré légalement. Garrett a apporté ce cadre ce soir. Le témoignage a lieu avant que je ne quitte ce bâtiment ce soir, a dit Clara. Dans les 2 prochaines heures, a dit Castillo, avant que quiconque au-dessus du niveau de Reeves ne réalise que l'opération a échoué et n'ajuste son approche. 2 heures après la chirurgie, a dit Clara, vous n'êtes pas assez fort pour... Je suis assez fort, a-t-il dit. Vous êtes assez fort pour être conscient, a-t-elle dit. Ce n'est pas la même chose qu'être assez fort pour donner un témoignage cohérent qui tiendra face à des gens qui chercheront la moindre indication de capacité compromise. Castillo l'a regardé. Alors j'ai besoin de vous dans la pièce, a-t-il dit. Pas comme témoin, comme la personne qui dira à Garrett si je décline avant que je ne le sache moi-même. Clara a absorbé cela, la confiance spécifique qu'il y mettait, ne lui demandant pas de le gérer, ne lui demandant pas d'accomplir une fonction, lui demandant d'être la voix honnête qu'il pourrait ne pas être capable de fournir pour lui-même. « Je serai là », a-t-elle dit. Ses yeux ont tenu les siens un moment de plus que ce que le clinique exigeait. « Merci », a-t-il dit, et puis, avec le soin particulier de quelqu'un qui n'utilisait pas le mot à la légère, « pour tout ». Elle s'est élevée. « Reposez-vous encore 8 minutes », a-t-elle dit. « Ensuite, je ferai entrer Garrett. » Elle est sortie du box. Kowalski était à la jonction du couloir. Torres mettait à jour son dossier. Alvarez était à la fenêtre. Garrett était à 6 mètres dans le couloir, debout avec l'énergie contenue d'un homme qui attendait qu'une porte s'ouvre. « 8 minutes », a dit Clara. Garrett a hoché la tête. Nash est apparu en haut des escaliers pour ce qui semblait être la 14e fois cette nuit, et elle a réalisé qu'elle avait cessé d'être surprise par lui. Que sa présence était passée du flottement hésitant d'un interne incertain à quelque chose qui ressemblait plus à de la fiabilité. Il avait, quelque part dans les heures entre le traumatisme de la moto et ce moment, pris une décision sur le genre de médecin qu'il allait être. Elle ne savait pas quand c'était arrivé. Elle savait à quoi ça ressemblait. « Hélène demande de ses nouvelles », a dit Nash. « Dites-lui qu'il est réveillé », a dit Clara, « et qu'elle pourra le voir quand le témoignage sera terminé. » Nash a cligné des yeux. « Témoignage? »« Oui. »« Ce soir? » »« Oui. » Il a traité cela avec l'expression d'un homme qui avait cessé de s'attendre à ce que la soirée ait un plafond. « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin de moi pour ça? »« Gardez l'étage calme, a-t-elle dit. « Pas de trafic inutile. Si quelqu'un de l'administration monte et demande ce qui se passe, envoyez-le à Garrett. »« Pas à vous? »« Pas à moi, a-t-elle dit. »« Je serai dans la pièce. » Nash a hoché la tête et est redescendu les escaliers sans autre question. Elle l'a regardé partir et a pensé qu'il serait, dans 3 ou 4 ans, exactement le genre de médecin que les patients méritaient
et que les institutions produisaient rarement. Elle espérait que l'institution ne l'écraserait pas avant qu'il n'y arrive. Les 8 minutes passèrent. Clara est retournée dans le box, a vérifié les moniteurs de Castillo une dernière fois, puis l'a regardé. « Comment vous sentez-vous réellement? »« Comme si on m'avait tiré dessus et ensuite opéré, » a-t-il dit. « C'est exact, » a-t-elle dit. « Votre douleur va augmenter au cours des 30 prochaines minutes à mesure que l'anesthésie se dissipera complètement. Dites-moi quand elle dépasse 7. Je peux la gérer jusqu'à 6 sans affecter votre clarté cognitive. Que se passe-t-il à 7? À 7, nous arrêtons, a-t-elle dit. Le témoignage attend. Il l'a regardé avec une expression qui lui disait qu'il se préparait à argumenter. Commandant Castillo, a-t-elle dit avec la précision particulière qu'elle utilisait lorsqu'un patient avait besoin de comprendre qu'elle ne présentait pas d'option. Je suis dans ce bâtiment depuis 15 heures. J'ai été renvoyé de mon travail, ramené dans une situation dont je n'étais pas informé. J'ai géré 2 patients en traumatologie simultanément, identifié et neutralisé une menace à cet étage, et je me suis assis sur une chaise de couloir pendant 2 heures en attendant que vous vous réveilliez. J'ai fait tout cela parce que c'était la bonne chose à faire et parce que des gens avaient besoin que je le fasse. Ce que je ne vais pas faire, c'est vous laisser dépasser votre limite physique et saper un témoignage pour lequel 3 ans de travail et tout le coût de cette nuit ont été investis, parce que votre tolérance à la douleur est plus élevée que ce que votre convalescence chirurgicale actuelle peut supporter. Sommes-nous clairs? Un silence. Puis Castillo a dit, « Oui. Bien, a-t-elle dit. Je vais chercher Garrett. » Garrett est entré avec 2 personnes que Clara n'avait pas vues auparavant, toutes 2 transportant l'équipement spécifique d'un témoignage enregistré. Une femme avec une formation juridique qui s'est présentée en 3 mots et un homme avec un équipement d'enregistrement qui était significativement plus sophistiqué que tout ce que les procédures civiles utilisaient. Ils se sont arrangés avec l'efficacité d'une équipe qui avait fait cela auparavant et savait que le temps était la variable qu'ils pouvaient le moins se permettre de gaspiller. Clara se tenait près du moniteur, non pas au centre de la pièce, mais sur le bord, où elle pouvait tout voir et n'interférer avec rien, à moins que les chiffres ne lui disent de le faire. Le témoignage a commencé. Castillo a parlé avec la précision contrôlée d'un homme qui avait organisé ce récit pendant 3 ans et l'avait parcouru dans son propre esprit assez de fois pour qu'il ait la structure de quelque chose qui avait été testé contre ses propres points les plus faibles. Il ne lisait pas, il ne récitait pas. Il rapportait, comme les commandants de terrain rapportent, avec l'économie de langage spécifique qui vient d'années passées, dans des environnements où chaque mot coûte quelque chose. L'opération avait eu lieu 22 mois avant Marada. Un détournement de la chaîne d'approvisionnement, exécuté à travers 3 couches de couverture institutionnelle, avait redirigé les ressources médicales loin d'un emplacement de terrain adjacent à des civils afin de créer une fenêtre de vulnérabilité qui servait un objectif politique spécifique. L'objectif avait impliqué l'élimination de 3 individus dont le témoignage dans une procédure non liée aurait été conséquent pour des personnes opérant à un niveau supérieur au commandement de terrain. 2 de ces 3 individus n'avaient pas survécu à la fenêtre. Le 3e se trouvait dans la clinique de terrain de Marada la nuit où Clara avait travaillé son service de 12 heures sans fourniture et avec une interférence active. Clara a entendu cela et n'a pas bougé, n'a pas changé d'expression. A laissé l'information arriver et s'installer comme elle laissait toutes les informations arriver, complètement, sans résistance, sans la distorsion de la réaction émotionnelle qui aurait rendu plus difficile d'agir. L'homme qu'elle avait maintenu en vie à Marada avait été une cible. Elle ne l'avait pas su. Elle n'en avait rien su. Elle avait simplement été dans ce bâtiment cette nuit-là, faisant ce qu'elle faisait toujours, et elle l'avait maintenu en vie sans savoir que sa survie était la seule variable qui rendait possible le témoignage qu'elle écoutait en ce moment même. Garrett l'observait de l'autre côté de la pièce. Il avait su qu'elle ferait le lien lorsque Castillo y arriverait. Elle pouvait voir l'anticipation de cela dans son immobilité, l'attention prudente d'une personne attendant de voir comment quelqu'un recevait une information qui restructurait le sens de sa propre histoire. Elle ne lui a rien donné. Non pas parce qu'elle le réprimait, mais parce que l'émotion, quelle qu'elle soit, était réelle et significative et lui appartenait. Et ce n'était pas une performance qu'elle était prête à donner à une pièce pleine de gens qu'elle avait rencontrés ce soir. Le témoignage a continué pendant 41 minutes.
À la 20e minute, la lecture de la douleur de Castillo a dépassé 6. Clara l'a remarqué avant lui. Elle a ajusté le médicament par voie intraveineuse avec la précision spécifique qui a fait baisser le chiffre sans entrer dans la plage qui affecterait sa lucidité. Il a remarqué le changement dans son corps, lui a jeté un coup d'œil et a repris son récit sans s'arrêter. À la 30e minute, le témoin juridique a posé 3 questions de clarification. Castillo a répondu à chacune avec la même précision contrôlée qu'il avait maintenue depuis le début. À la 41e minute, il a cessé de parler. Non pas parce qu'il avait perdu le fil, mais parce que le récit était complet. La pièce est restée silencieuse un moment. Puis le témoin juridique a dit « C'est suffisant ». Elle l'a dit avec le poids particulier de quelqu'un qui avait évalué des témoignages pendant des années et vous disait quelque chose de spécifique sur la qualité, pas seulement l'achèvement. Garrett a expiré. Une expiration lente et contrôlée qui a dit à Clara que c'était la première fois de toute la nuit qu'il s'autorisait à le faire pleinement. Kowalski, qui était à la porte pendant tout le témoignage, a laissé quelque chose de bref et d'humain traverser son visage, puis l'a de nouveau dissimulé. Clara a vérifié les moniteurs. Stables, Castillo était pâle et épuisé de la manière précise de quelqu'un qui avait dépensé la dernière parcelle de quelque chose qu'il avait conservé pendant longtemps. Mais ses signes vitaux tenaient, ses chiffres étaient là où ils devaient être. « Vous avez terminé », lui a-t-elle dit. « Reposez-vous maintenant. » Il l'a regardé. « Est-ce que c'est assez? »« Je ne peux pas répondre à ça, » a-t-elle dit. « C'est leur travail maintenant. » Elle a fait une pause. Mais le récit était clair, il était complet. Et vous étiez cognitivement présent à chaque minute. Personne ne trouvera de faille dans l'argument de la capacité. Quelque chose sur son visage s'est relâché. Pas de manière spectaculaire. La façon dont une tension longtemps maintenue se relâche, silencieusement, sans cérémonie, dans l'espace privé entre une respiration et la suivante. « L'homme de Marada », a-t-il dit. « Celui que vous avez maintenu en vie. »« Oui », a-t-elle dit. « Son nom est Robert Ewan », a dit à Castillo. « Il est dans un lieu sécurisé depuis 18 mois. Son témoignage fait partie de la même procédure. Il nous a demandé de vous dire, quand ce serait terminé, qu'il pense à cette nuit tous les jours. » Clara l'a regardé un moment, puis elle a dit « Dites-lui que je pense au travail. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » Garrett s'est approché d'elle alors que l'équipe d'enregistrement commençait sa documentation minutieuse de la session. « C'est fait, a-t-il dit. »« Oui, a-t-elle dit. »« Ce que vous avez fait ce soir, a-t-il dit. L'ensemble fera partie du dossier, pas publiquement, mais dans le dossier. Je n'ai pas besoin que ce soit dans le dossier, a-t-elle dit. Je sais, a-t-il dit. Ce sera là quand même. En bas, Nash a appelé pour informer que les urgences avaient tenu toute la nuit, que Tompkins et Voss avaient géré l'étage, que l'équipe du matin arrivait dans 40 minutes et que la passation serait propre. Clara a reçu cette information, l'a remercié et le pensait. Hélène a été amenée à l'étage de la salle de réveil 30 minutes plus tard, marchant avec l'économie prudente de quelqu'un gérant des côtes fracturées avec la discipline d'une personne qui avait géré pire. Elle s'est arrêtée à la porte du box de Castillo, l'a regardé à travers la fenêtre pendant un long moment, puis a regardé Clara. « Vous êtes restée, » a dit Hélène. « Je ne suis pas allée loin, » a dit Clara. Hélène a soutenu son regard. L'expression sur son visage n'était pas de la gratitude, pas exactement, mais quelque chose de plus complexe. La reconnaissance d'une personne qui comprenait tout le poids de ce qu'une autre avait porté et qui choisissait de le reconnaître directement plutôt que de le réduire à un sentiment plus simple. « Vous devriez savoir, » a dit Hélène doucement, « que le dossier administratif contre vous sera officiellement retiré avant la fin de la journée. Harmon a déjà indiqué sa coopération. Le licenciement sera annulé. »« Je sais, » a dit Clara. « Vous avez supposé. »« Je savais, » a dit Clara, une fois Reeves identifié que le dossier construit sur ces directives n'avait aucune base. Harmon essaie beaucoup de choses, mais elle ne va pas maintenir une position qu'elle sait compromise. Ce n'est pas qui elle est. Hélène l'a étudiée. Vous n'êtes pas en colère contre elle. Elle a été utilisée, a dit Clara. Je le lui ai dit ce soir. Je le pensais. La plupart des gens seraient en colère quand même. La plupart des gens, a dit Clara, passeraient les 6 prochains mois à être en colère et manqueraient les 3 prochains patients qui ont besoin d'eux. Hélène est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Raymond avait raison à votre sujet. » Qu'a-t-il dit?
Il a dit que vous étiez le genre de personne qui faisait de la bonne chose, non pas parce que la situation l'exigeait, mais parce que vous aviez décidé il y a longtemps qui vous étiez et que vous continuiez simplement à être cette personne, peu importe ce que la situation demandait. Clara a regardé à travers la fenêtre du box vers Castillo, dont les yeux étaient fermés, la respiration régulière, les chiffres là où ils devaient être. L'homme qui avait été abattu, transporté et opéré, et qui s'était réveillé de l'anesthésie et avait donné 41 minutes de témoignage précis et cohérent sur une injustice qui avait coûté 3 ans, 2 vies et une nuit dans une clinique de terrain dans une ville dont la plupart des gens dans ces urgences n'avaient jamais entendu parler. Elle a pensé à la clinique de terrain, à la fenêtre de 12 heures, aux 7 patients, aux fournitures qui n'étaient pas venues, aux décisions qu'elle avait prises l'une après l'autre dans l'obscurité spécifique d'une nuit qui n'avait pas de bonne réponse, seulement des moins mauvaises. Elle n'avait pas su ce qu'elle tenait d'ensemble. Elle n'avait pas su le poids de cela. Elle avait juste fait ce que le travail exigeait, puis était rentrée chez elle et était retournée au travail. C'était la chose que des gens comme Garrett, Castillo et Elaine semblaient trouver remarquable. Ce n'était pas remarquable pour elle, c'était juste comment on faisait le travail. On se présentait, on prêtait attention, on n'arrêtait pas quand l'arrêt était plus facile. On continuait parce que la personne en face de vous avait besoin que vous continuiez. C'était tout. C'était l'ensemble de la chose. L'équipe du matin a commencé à arriver. Les sons de l'hôpital ont changé de registre, le changement d'énergie particulier qui venait avec la lumière du jour, avec des jambes fraîches, avec des gens qui n'avaient pas été éveillés toute la nuit à porter le poids de ce que la nuit avait contenu. Clara l'a écouté arriver comme elle écoutait tout, complètement. Puis elle s'est levée de sa chaise pour la dernière fois. Elle s'est dirigée vers le poste de garde de l'étage de la salle de réveil et a écrit une note de passation clinique claire pour chaque patient qu'elle avait touché cette nuit. Castillo, Elaine, les détails de leur état actuel, leurs ajustements de médicaments, leurs besoins anticipés dans les 6 prochaines heures. Elle l'a écrite avec la même précision qu'elle apportait à tout. Pas de drame, pas de note de base de page sur le contexte, juste la vérité clinique dont la prochaine infirmière avait besoin pour faire le travail correctement. Puis elle a ramassé son sac dans le coin où elle l'avait posé des heures plus tôt. Kowalski l'a arrêté à l'escalier. « Nous resterons en contact », a-t-il dit. « Pour le dossier formel, il y aura des questions. »« J'y répondrai », a-t-elle dit. « Y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin en attendant ?» Clara y a réfléchi un instant sincère. « J'ai besoin de rentrer chez moi », a-t-elle dit. « J'ai besoin de 8 heures, puis j'ai besoin de revenir au travail. » Kowalski l'a regardé. « Après tout ce qui s'est passé ce soir, a-t-il dit, vous voulez revenir? » Après tout ce qui s'est passé ce soir, a-t-elle dit, les urgences ont toujours besoin d'infirmières. Il s'est écarté. Elle a pris les escaliers, a descendu le 2e étage, est passée devant la pharmacie où Reeves était passé par une porte, et l'avait trouvé attendant, est descendu au 1er étage, a traversé le couloir avec les distributeurs automatiques, et s'est assis devant le box où l'enfant avait pleuré des heures plus tôt et était maintenant calme et se reposait parce que quelqu'un avait fait son travail, et a traversé les urgences principales où l'équipe du matin prenait la relève et le personnel de nuit rassemblait ses affaires. Anaya Reeves était au poste de garde. Elle a levé les yeux quand elle a vu Clara et son visage est passé par 3 choses en succession rapide. Le soulagement, la culpabilité et l'incertitude spécifique de quelqu'un qui ne savait pas si ce qu'il avait fait était juste. « Je leur ai montré le message », a dit Anaya. « Je sais », a dit Clara. « Je ne savais pas qui ils étaient. Ils ont dit que c'était important. J'essayais de... » « Anaya, » a dit Clara, « tu as fait ce qui avait du sens avec les informations que tu avais. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. » Anaya l'a regardé un moment, puis a hoché la tête, et la culpabilité s'est légèrement relâchée. Pas complètement, car certaines leçons étaient destinées à rester présentes un certain temps. C'était bien. C'était comme ça qu'on apprenait quelle décision avait du poids. Clara a poussé les portes automatiques et est sortie. Le matin était arrivé complètement pendant qu'elle ne regardait pas. Le parking était éclairé d'un or pâle particulier de la lumière du jour du début du printemps, qui donnait à tout l'air d'une première ébauche de soi-même, pas entièrement résolue, mais se déplaçant dans une direction claire. L'hélicoptère était parti. Les VUS étaient partis.
Le périmètre s'était dissous pour redevenir un parking d'hôpital ordinaire, sans rien pour marquer ce qui s'était passé dans les heures avant l'aube, sauf l'absence des choses qui avaient été là. Elle se tenait au bord du parking, a inspiré par le nez et expiré par la bouche, et a laissé la nuit s'installer dans la forme qu'elle allait garder. Elle était fatiguée. La fatigue profonde et structurelle qui venait d'heures de précision soutenue. Ses épaules lui faisaient mal. Ses pieds lui faisaient mal. La tache de sang sur sa blouse était vieille et incrustée, et elle la mettrait à la machine en rentrant chez elle, et elle en sortirait propre, et elle la plierait et la remettrait dans le tiroir, parce que demain il y aurait un autre service et un autre patient dans une autre pièce où quelqu'un aurait besoin qu'elle se présente, qu'elle prête attention et qu'elle n'arrête pas jusqu'à ce que le travail soit fait. Elle n'était pas remarquable. Elle n'était pas une héroïne. Elle était une infirmière qui avait décidé il y a 22 ans ce que le travail exigeait et avait simplement continué à être cette personne à travers tout ce que le monde lui avait jeté, à travers les hôpitaux qui fermaient, les administrateurs qui auditaient, les internes qui s'attribuaient le mérite, les nuits dans les cliniques de terrain sans fourniture, les matins d'après où personne ne disait rien parce que rien n'avait besoin d'être dit. Elle avait maintenu 7 personnes en vie à Marada. Elle avait maintenu un commandant en vie ce soir. Elle avait maintenu en vie un témoignage qui pourrait, de la manière silencieuse et inopinée dont la justice se déplace parfois, changer les conséquences des décisions qui avaient envoyé 2 personnes vers la mort et en avaient ciblé une troisième. Personne n'écrirait cette histoire d'une manière qui inclurait son nom. C'était exactement comme elle le préférait. Clara Merritt a ajusté la sangle de son sac, a tourné son visage vers le matin et a traversé le parking vers le reste de sa vie, calme et sans hâte, et complètement, entièrement elle-même.